Bonsoir à toutes et tous, salut Princesse, salut Agar Dutray, salut Wouzid, salut Petit Tofu, salut Dim, Disaster, salut Bandini, salut Yanamat, salut Kyle aussi, salut Kyle, salut Stéphane aussi. Bienvenue à toutes et tous dans le talk de France Info, 2 heures de stream les mercredis et jeudis soirs pour décrypter l'actu avec au programme de la politique, des voyages, de la diplomatie, des sciences, de la médecine, des tendances, de la tech, des rêves et bien sûr des idées. 2 heures avec vous et des expertes et des experts pour mettre de la perspective, du relief, de la raison, un peu de lumière pour sortir du brouillard, pour ajouter du grain à moudre au grand moulin de nos certitudes et puis ajouter en somme un peu d'été peut-être dans l'hiver qui guette. Donc bonsoir à toutes et tous, bienvenue, installez-vous. Vous avez vu, on teste un nouvel horaire pour le jeudi, on a avancé le stream d'1 heure. Ce ne sera donc que pour le jeudi, donc c'est à titre expérimental, donc ce sera ce jeudi soir et le jeudi soir prochain et on voit si vous suivez, si vous suivez on continue et si vous ne suivez pas on reviendra à l'autre horaire, mais il semble que vous êtes quand même plus nombreux que les autres jeudis alors que nous commençons d'habitude un peu plus tard. Bref, au programme de ces 2 belles heures ensemble, l'élection présidentielle américaine avec une dernière ligne droite pour Donald Trump et Kamala Harris. On ira ensuite faire un tour dans les recoins pas très glorieux d'Instagram et YouTube où des influenceuses et des influenceurs peu scrupuleux essayent de nous vendre un corps de rêve en 2 semaines, des régimes miracles, un programme de sport intensif en su. On verra que la plupart du temps, ça marche pas vraiment, voire ça frôle avec le dangereux. Et puis on verra qu'il y en a d'autres qui marchent et qu'on pourra même vous conseiller. Ce sera avec un coach, une nutritionniste et une youtubeuse. Ils répondront dès 19h à toutes vos questions et ce sera jusque 20h et je viens de me planter, c'est l'ancien horaire, donc ce sera effectivement à partir de 18h et jusque 19h. Pour l'heure, il n'est jamais que 17h07, passé de 11 secondes ici à Paris, il doit être à peu près la même heure à Roubaix, Tourcoing, peut-être Oléron et 7 heures de moins à Kingston. On saute à pieds joints dans un avion, on traverse l'Atlantique, on file aux États-Unis d'Amérique où à 3 semaines de l'élection présidentielle américaine, la bataille pour la Maison-Blanche bat son plein avec au menu pas mal de peut-être de foire d'empoigne. Bonsoir Elisabeth Shepard-Selam. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Tours. Vous êtes spécialiste de la politique américaine et vous êtes déjà venu dans le talk de France Info. Donc, re-bienvenue chez vous. À vos côtés, Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation américaine, auteur des mots de Trump, qui est paru chez Dalloz. Qui paraît aujourd'hui, en fait. Qui paraît aujourd'hui chez Dalloz. Et ça. Dont on parlera peut-être à la fin du stream. Avec plaisir. À vos côtés, Agnès Trouillet. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en civilisation des États-Unis à l'université Paris-Nanterre. Est-ce que j'ai tout bon ? Tout bon. Je vous propose qu'on file d'abord à Détroit où nos amis, consoeurs et confrères Sarah Calaman et Thomas Selin sont partis pour faire du reportage pour France Info et qui nous envoient, quand il le peut, un petit point d'étape. Je vous propose donc qu'on file à Détroit dans l'état du Michigan. Salut le talk, salut Ludo, comme on dit ici, what up do. On est à Détroit, en plein centre-ville, une ville qui essaye difficilement de se reconstruire depuis sa faillite de 2013, mais ça reste quand même un enjeu de campagne dans cette grande campagne présidentielle américaine, parce que c'est un swing state. Et donc ici, on est allé à la rencontre des habitants de Détroit pour une raison bien précise. On est allé voir en fait la communauté afro-américaine qui représente 77% de la population et qui, selon un récent sondage publié par le New York Times, a tendance à de plus en plus pencher côté républicain. Et de ce qu'on a pu comprendre, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord peut-être l'image de Donald Trump, surtout depuis qu'il a été visé par une attaque qui s'est fait tirer dessus. Ça peut être aussi le fait que les gens n'ont pas envie de voter pour Kamala Harris parce que c'est une femme. Il y a plein d'explications, on essaie de démêler un peu tout ça. Alors autre chose qui était vraiment pour nous assez inattendue, on est parti dans des villes proches de Détroit, au nord de Détroit, où il y a de fortes communautés musulmanes et qui sont en train de pencher sur le vote de l'État puisque le conflit israélo-gaza s'est invité de manière très présente dans la campagne. Et puis enfin, là c'est là où on va aller tout à l'heure, on ira voir les étudiants d'une grande université américaine que vous connaissez par son logo, le M, l'université du Michigan, qui est située à l'ouest de la ville, à Ann Arbor. On va rencontrer tous ces étudiants, voir leurs préoccupations et si on peut, on fera ça dans leur spot préféré, une petite pizzeria au style new-yorkais. Voilà, réponse dans quelques jours sur le réseau où vous verrez toutes nos vidéos. Carrément. Merci Thomas Selin, envoyé spéciaux de France Info dans le Michigan, qui nous a envoyé cette vidéo cette nuit. Donc c'était pas en direct, et voilà. Elisabeth, je vous ai entendu commander. Qu'est-ce que vous disiez pendant la vidéo que ça vous étonnait pas? Qu'est-ce qui vous étonnait pas? Alors, cette question de la population afro-américaine qui vote, qui devient de plus en plus conservatrice pour un certain, et une certaine partie qui risque de voter Trump, qui, lui, il travaille beaucoup dessus aussi. Je parlais avec des gens de Spelman College, qui est une université
communauté, ce qu'on appelle traditionnellement afro-américaine, où Trump a très clairement fait un petit saut quand on était en Géorgie pour essayer d'attirer la population afro-américaine, ce qui est clairement une évolution de cette partie de la population qui vote traditionnellement démocrate en grande partie. Jérôme, Agnès? Oui, alors il faut aussi distinguer hommes et femmes. Et d'ailleurs, dans cette élection, on va beaucoup en parler. C'est un vote qui semble, on semble se diriger vers un vote très genré, avec les hommes majoritairement pour Donald Trump et les femmes pour Kamala Harris. Il faudra voir si ça va se concrétiser, mais en tout cas, c'est ce que semble indiquer un certain nombre de sondages, beaucoup plus que les les élections précédentes. Agnès, vous souscrivez? Oui, tout à fait. Les femmes ont tendance à vouloir voter pour Harris, pour diverses raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et les hommes noirs, dont on parle là, ont tendance à vouloir voter pour Trump, davantage que par le passé, mais ça continue une tendance qui s'est amorcée déjà en 2020, parce qu'en 2016, ils ont voté à 8% ou 6-8%, c'était 12% en 2020. Donc c'est en train d'augmenter, c'est une tendance qu'il faut aussi voir qui est importante. Et pourquoi Détroit c'est important? Parce que Trump est allé faire un discours au Economic Club of Detroit en disant que, il a été maladroit puisqu'il a dit il faut surtout pas que les autres villes deviennent comme Detroit. Donc ça a été assez mal pris par les gens qui disaient mais attendez c'est très bien chez nous, mais enfin il s'est rattrapé en disant oui mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on sauve les villes et donc c'est ça notre programme. Et pour continuer sur les hommes africains-américains, c'est intéressant de voir que les démocrates sont en perte de vitesse, le savent, et du coup vont chez les barbiers africains-américains pour faire du promotion, pour relancer la cote démocrate auprès des hommes africains-américains, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Et d'ailleurs, Kamala Harris était chez Charlemagne the God, qui est ce podcasteur qui marche très très bien auprès notamment des hommes noirs. Et elle a fait une interview là qui était quand même assez. Il y avait des vraies questions Qu'est-ce qui résiste auprès de cet électorat-là chez Kamala Harris? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait, sans doute, qu'elle est une femme. D'ailleurs, on a vu que Barack Obama. Je vous coupe, il y a Nawal. Salut Nawal, bienvenue chez toi. Salut Nawal. Nawal qui vous demande, à vous plus qu'à moi, je crois, qui dit mais une femme présidente des États-Unis, pour interrogation, est-ce que Kamala Harris réussira à se faire élire là où Hillary Clinton a échoué? Alors, ce qui est différent, c'est que déjà, elle ne se présente pas jamais en tant que devant être élue parce qu'elle est une femme, que c'était quelque chose d'historique, etc. C'est assez différent d'Hillary Clinton, mais c'est un vrai sujet, et même, je dirais, dans le traitement parfois des médias, il y a plus d'attentes par rapport à Kamala Harris. On regarde son programme économique, par exemple. Si on regarde le programme économique de Donald Trump, quand même, ça fait un petit peu peur. Hein. Et pourtant, c'est elle qui doit toujours prouver qu'elle est compétente. Alors, c'est aussi parce qu'elle est candidate récente, hein, finalement. Elle est devant que depuis juillet, 21 juillet. Mais il y a donc ce phénomène un petit peu de misogynisme. Et puis, il y a aussi l'idée du business. Il y a aussi l'idée d'avoir qu'il est meilleur pour l'économie. Ça marche très très bien. C'est pas tellement le programme, hein, c'est ce qui symbolise, ce qui représente. C'était mieux il y a 4 ans, donc c'est moins bien maintenant, donc je veux revenir à il y a 4 ans, donc je vais peut-être voter pour lui finalement. Oui, par rapport au genre, Kamala Harris a l'avantage de ne pas avoir à faire tomber cette barrière que Hillary Clinton, en tant que secrétaire d'État, a dû faire tomber en 2016, puisque elle, c'était la première candidate investie par un parti pour la présidence. Donc ça, c'est une barrière en moins à faire tomber. Mais de même que le fait d'être africaine, américaine, enfin en tout cas femme de couleur, c'est quelque chose qu'elle doit ne pas trop mettre en avant non plus, même si là aussi elle profite de l'obstacle qu'a fait tomber Barack Obama en étant le premier président africain-américain. Donc c'est une ligne fine sur laquelle elle doit marcher finalement, parce que ça la contraint finalement dans pas mal de ses discours. Elle ne peut pas trop mettre en avant ce fait d'être femme ni d'être noire. Et en même temps, il faut qu'elle cultive son électorat, et en priorité les minorités africaines-américaines et les femmes, justement. Donc, ça va se jouer, cette élection va peut-être se jouer là-dessus, donc c'est sur les minorités et sur les femmes? Pas forcément, non. Il y a tellement On disait il y a quelques d'autres... semaines que l'élection est jouée dans un mouchoir de poche. Est-ce que c'est encore le cas? Oui.
Oui, je reviens sur ce que vous dites. Ah, désolé Ludo. Je reviens sur cette question d'économie. Je pense que la question économique, et je rejoins ce qu'il a été dit, Trump n'a pas forcément un programme réjouissant, mais c'est ce ressentiment des gens, si vous parlez avec des Américains, ce que j'ai fait beaucoup dernièrement, des jeunes jusqu'aux plus âgés, il y a ce sentiment, il y a 4 ans, on était dans une meilleure situation. Et ça joue beaucoup, mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, malgré un programme parfois de Trump qui est hallucinant, et sans parler de ses discours, on a quand même cette impression que c'est plus que sérieux en ce moment. Il y a plein de questions dans le chat, je vais les prendre au fur et à mesure, et peut-être qu'on va répondre aux questions un petit peu enfin voilà, dans le fil du débat. Il n'empêche pardon, Petit Tofu, salut Petit Tofu. J'adore le surnom, à chaque fois, le pseudo de Petit Tofu. Toujours un plaisir de te lire, Petit Tofu, qui nous dit, mais avec le fameux collège électoral, est-ce que les sondages ont encore vraiment un intérêt ? Alors, il va falloir vous expliquer, pour ceux qui nous rejoignent, qui sont peut-être moins aguerris sur la question que Petit Tofu, c'est quoi le collège électoral ? Alors, le collège électoral, il faut savoir que le président n'est pas élu directement, il est élu par un collège électoral, et que ce collège électoral est fait de délégués, de représentants qui viennent de chaque État. Mais donc, en fait, on a, selon les États, selon la population, on va avoir plus ou moins de grands électeurs qui représentent l'État à ce collège électoral. Alors, la proportion, elle représente pas exactement la population, puisqu'on a par exemple 54 grands électeurs qui sont en Californie, qui représentent la Californie, qui a quand même 39 millions d'habitants, et on en a 3, alors c'est beaucoup moins, mais dans un État comme le Wyoming qui n'a que 500 000 personnes. Donc on est quand même de 1 à 70 en termes d'habitants, et pas du tout en termes de délégués. Donc déjà, les petits États sont plus représentés, ont plus de poids. Et l'autre élément qui est hyper important, c'est que dans chaque État, c'est le vote majoritaire à un tour. Ça veut dire le winner takes all en anglais. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez 50,01% des voix, vous gagnez tous les grands électeurs. Donc ça veut dire que les minorités, ou ceux qui n'ont pas voté pour ce candidat-là, sont pas du tout représentés dans le collège électoral. Donc ça veut dire qu'il y a les États clés uniquement qui comptent. Parce que dans la plupart des États, c'est donc soit républicain, soit démocrate. La majorité est assez stable. Et dans quelques États, ça ne l'est pas. Et c'est là où se font les élections. Elles se font à très très peu de voix près. Puisque je dis rien de très 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 novateur ici, mais voilà, il faut voir que certains États comme la Géorgie en 2020, c'était moins de 12 000 voix. Dans l'Arizona, c'était 10 000 voix. Donc ça se joue tellement à peu, une majorité faible, qu'en fait les sondages ne peuvent pas le mesurer. C'est vrai que du coup, les sondages, on a cette impression qu'ils ne sont pas forcément très utiles, mais c'est aussi, et je parle surtout de par des campagnes, pour eux, c'est justement ce qui est important parce que ça les aide aux indications de où il faut aller, sur quoi il faut s'appuyer. Oui. Et ils utilisent beaucoup les sondages pour se guider, si mais alors vous ils voulez. Ont des sondages, alors c'est intéressant parce qu'ils ont des sondages privés très chers, ils ont les moyens qu'on n'a pas forcément au niveau public. On a des sondages pas forcément aussi précis parce qu'ils ont beaucoup les moyens mais par contre eux ils diffusent ce qui les arrange aussi dans les Ah bien sûr, et c'est vraiment une business. Je souligne, c'est des campagnes qui sont pas comme les nôtres. C'est question de sondages internes. Je pense à Carville et d'autres, des grands noms qui font ça pour des campagnes. Effectivement, ils diffusent pas tout, mais qui sont très importants pour les campagnes. Et puis, il faut ajouter, si je peux me permettre, qu'il y a les sondages nationaux et il y a les sondages locaux. C'est ce que dit Petit Tofu. Voilà, il faut faire des sondages par État. Petit Tofu a entièrement raison parce que les sondages nationaux permettent de s'orienter, mais après, il faut prendre en compte chaque localité, enfin chaque État. Et c'est là qu'après, il va falloir adapter le ciblage de tel ou tel segment de la population. On va parler plus de l'avortement aussi selon qu'on se trouve dans tel ou tel État. On va parler plus de l'immigration si on est dans un État frontalier. On va parler aussi de l'avortement si on est dans l'Arizona, mais ça va être secondaire par rapport à l'immigration. Ça va permettre de mobiliser les électeurs, les électrices surtout. Mais voilà, donc tout se joue comme ça en fonction de l'endroit où on est, du thème principal. Et donc il faut bien prendre. Et les sondages locaux sont importants et le local est important parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle qui se joue. Il y a 11 sièges au Sénat qui sont cruciaux
en novembre et 26 à la Chambre des représentants du Congrès. Et donc ça peut permettre de basculer la majorité au Congrès fédéral, hein, parce qu'il y a le président, mais il y a aussi les représentants et les sénateurs. Et donc là, j'entendais Ted Cruz qui se plaignait que les George Soros et les grands investisseurs démocrates et les Chuck Schumer balançaient des millions de dollars de campagnes négatives à son endroit pour récupérer le Texas. Alors donc, il fait appel à tous ses soutiens. Donnez $25, 25-30 dollars, si vous pouvez 500 ou 1000, mais même 25. Donc voilà, il y a aussi ces aspects locaux à prendre en compte. Et juste pour les sondages, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les sondages se sont trompés en 2016 et se sont trompés en 2020. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est très difficile aussi pour les instituts de sondage depuis quelques années, parce que simplement, les gens ne répondent pas au téléphone. Ils ont le ID call, enfin l'identité, le numéro qui s'affiche, et donc ils ne répondent pas. Et en plus, les républicains trumpistes répondent encore moins parce qu'ils sont déjà très défiants, ils ont une vraie défiance par rapport aux institutions en général, à tout ce qui est, et donc aux instituts de sondage. Et donc, ils ont été sous-évalués dans les sondages précédents. Alors, est-ce que là, les instituts de sondage ont compensé un petit peu? Ils ont beaucoup changé leur méthode, ils ont changé aussi leurs analyses. Est-ce que là, c'est le contraire? Est-ce qu'il est surévalué? Alors ça, on ne sait pas. On ne saura qu'après les élections. Mais il faut faire très attention parce que dans tous les sondages qu'on voit dans les États, comme tu disais, c'est toujours dans la marge d'erreur. On est à 1 point plus ou moins. Et la marge d'erreur, c'est 3 ou 4 minimum. Donc, ça veut dire, en gros, une fourchette de 6. Ça peut être plus 3 ou moins 3. Donc, à ce stade-là, les sondages, moi, je m'en méfie beaucoup. Et surtout, on voit dans les médias que souvent, il y a des titres un peu de buzz, là, sur, bon, c'est intéressant de voir dans la dynamique, comme tu disais, de voir l'évolution sur le temps. Mais là, on est vraiment dans des marges d'erreur très, très faibles. On saura quand qui est président des États-Unis? L'élection a lieu le 5 novembre. Est-ce qu'on saura le 5 novembre qui est la présidente ou le président? Alors ça dépend si les résultats sont tels et qui correspondent aux modèles qui ont été calculés par Associated Press. Donc c'est Associated Press qui, depuis le 19e siècle, depuis 150 ans, fait les calculs. À l'époque, on ramenait les bulletins de vote à cheval, donc ça va mieux aujourd'hui. Mais ça n'en est pas plus rapide pour autant, puisqu'il y a le vote par correspondance qui ne peut être compté qu'à partir du lendemain de l'élection, pour la Pennsylvanie par exemple. Donc il faut attendre le lendemain matin du 5 novembre pour commencer à compter les bulletins par correspondance qui vont être très nombreux cette année. Et donc en fonction des États, il y a des méthodes de comptage différentes, il y a des méthodes de réception et de traitement des bulletins qui sont différentes. Donc AAP fait son maximum pour pouvoir donner des sondages justement qui soient le plus proches. Ils sont en calcul permanent depuis des mois et donc ils prennent chaque paramètre qui rentre dans leurs algorithmes tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc après, c'est traité par des humains, bien sûr, qui vont proposer donc des modèles qui vont être le plus près possible du résultat. Parce que l'idée, c'est que sans ça ne prendrait pas quelques jours, ça prendrait des semaines. Et c'est la période qui va être vraiment très, très importante et qui est un petit peu dangereuse parce que, bon, on avait vu que pour les élections en 2020, il a fallu attendre plusieurs jours, mais là, on pourrait attendre plusieurs semaines, sans compter les recours qu'il y aurait auprès de différentes cours. Ça pourrait aller jusqu'à la Cour suprême. Enfin, voilà. Donc là, il y a des armées d'avocats qui sont des deux côtés, surtout d'ailleurs du côté républicain, mais pas que. Tout le monde est prêt, là, pour quelque chose d'assez long. Donc, si on est dans des élections très serrées, ça sera d'autant plus difficile et contesté. Donc, il va y avoir le problème du comptage des voix. En 2000, c'est la Cour suprême qui avait donné finalement à George Bush l'élection, alors que d'autres études plus tard ont montré que c'était plutôt Al Gore qui aurait dû avoir les États de Floride, l'État de Floride notamment. Donc c'est ça peut vraiment poser. Là, on est dans un contexte quand même bien plus tendu qu'en 2000 et ça peut vraiment être un moment assez crucial. Je ne sais pas ce que... Si, Elisabeth. Moi, j'allais dire, c'est crucial et éventuellement, il n'y a pas que les avocats qui se préparent, c'est aussi les services de sécurité. Moi, je viens de sortir un article sur la question de la violence politique aux États-Unis qui est croissante. Bon, c'est pas nouveau aux États-Unis, mais qui est croissante. Et il y a une réelle inquiétude de la part du gouvernement, des services de sécurité, que cette attente peut engendrer des violences
comme on a vu le 6 janvier, même localement, par exemple, dans certains États. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, d'une certaine façon, un peu inquiétant de ce côté. Il y a une partie quand même des électeurs de Trump qui pensent qu'il est l'élu de Dieu. Alors encore plus depuis les tentatives d'assassinat. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est le signe qu'il est l'élu de Dieu, qu'il est le roi Cyrus. Il le compare au roi Cyrus parce que c'est pas vraiment un chrétien très pratiquant, mais le roi Cyrus n'était pas non plus du peuple, c'est pas partie du peuple juif, mais a aidé. Et donc c'est vraiment cette image et qu'il va sauver l'Amérique. Et lui tient totalement ce discours. Donc ça, c'est quand même un discours apocalyptique qui est quand même très très dangereux parce que les gens peuvent penser qu'ils font l'œuvre de Dieu et que la démocratie, c'est un petit peu... moins et important. il cultive cette image. On l'a vu ces dernières semaines dans des églises, à New York, chez le rabbi, à prier, alors qu'on sait très bien qu'il ne prie pas. Il cultive cette presque messianique, cette image presque messianique qui peut vraiment enflammer la situation. Oui, et d'autant plus que Elon Musk, qui mais non, vous déflorez ma transition d'après. Bon, allez-y, je vous laisse. Allons-y. Qui était présent au rallye à Butler, Pennsylvania. Bon, attendez, je vous coupe, on passe la vidéo. Cyril. I think it's the most important election of our lifetime. This is no ordinary election. The other side wants to take away your freedom of speech. They want to take away your right to bear arms. They want to take away your right to vote effectively. President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve democracy in America. Like, text people now. Now. Oh, and then make sure they actually do vote. If they don't, this will be the last election. Donc le 5 octobre, à Butler, en Pennsylvanie, là où Donald Trump a échappé, une tentative d'assassinat cet été. Yann Amat nous dit, aïe, aïe, le bouleversement dans le programme, quel scandale. Bah oui, j'avais écrit ma transition et tout. Agnès, c'est quoi ce cirque? Donc finalement, il y a Kamala Harris qui s'était trouvé Taylor Swift, et on a Donald Trump qui s'est trouvé Elon Musk, donc... Oui, et donc il faut bien écouter je sais pas qui a trouvé qui d'ailleurs. Oui, Elon Musk soutient Trump depuis longtemps et la liberté d'expression qu'il revendique sur Twitter, qu'il a racheté pour 44 millions de dollars, à perte d'ailleurs, mais enfin peu importe, puisque ce dont il s'agit, c'est de défendre la liberté d'expression. Et il faut bien écouter que Elon Musk ici parle de sauver la Constitution. Donc ça, c'est important parce que sauver la Constitution, c'est un petit peu un argument dont chaque camp essaie de se 44 saisir. milliards de dollars. Oui, billions. Pardon. Voilà. J'ai compris millions. Désolé, pardon. Voilà. Et pardon pour l'anglicisme. Non, et donc, il parle de la dernière élection. C'est-à-dire que si les gens ne votent pas pour Trump, ce sera la dernière élection. Donc, avec tout ce que ça peut signifier en termes d'interprétation par rapport aux gens qui soutiennent Trump, qui l'ont soutenu en 2020, qui étaient prêts à investir le Capitole et après tout ce qui s'est passé. Donc là, on a un discours complètement apocalyptique qui renforce complètement les arguments de Trump, ce côté messianique sur lequel il joue depuis longtemps. Et d'ailleurs, il a fait l'objet d'une 3e tentative d'assassinat, parce qu'on a appris là, avant-hier, qu'il y avait un homme qui a été juste pris à temps. Avant de commettre l'irréparable. Elisabeth? Jérôme, pardon. Je pense que ce qui est intéressant dans ce discours apocalyptique, c'est que c'est le même homme qui lui-même pense qu'il faut, en gros, renverser la Constitution, renverser le régime. On pense au projet 2025 qui est affolant, même s'ils disent qu'ils ne vont pas utiliser ça comme plateforme. Mais ils accusent leur opposant de ce qu'ils auraient bien aimé faire eux-mêmes. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant. Oui. Et Donald Trump, là encore récemment, dernièrement, là, il parle vraiment de ses opposants comme des ennemis. Et n'hésitant pas même à parler d'envoyer l'armée. Il parle d'Adam Schiff parce que il dirigeait la commission qui a enquêté sur lui. Et donc c'est quand même un discours extrêmement violent. Et il utilise toujours évidemment les termes un mélange de fascisme, de communisme, etc. Et puis là-dessus, la partie... des chrétiens évangéliques, alors il y a une sorte de mélange de chrétien nationalisme qui se met vraiment
en place et que beaucoup de gens découvrent en fait, parce que ça. Mais dans le milieu évangélique, moi je le connais un tout petit peu, mais on a vu ça se mettre en place depuis une 15-20 ans, et c'est notamment avec une théologie prémillénariste, c'est-à-dire qui consiste à penser que la fin du monde arrive, et c'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump avait changé l'ambassade américaine. C'est ça. Toi, tu as travaillé là-dessus, voilà. Vas-y si tu veux sur. Non, mais ce qui est vraiment cette partie de sa base est très inquiétant. C'est-à-dire, alors que tout le monde pense, et lui, il essaie de le vendre, cette mouvement de l'ambassade, les accords d'Abraham et tout un nombre de... Il faut expliquer peut-être... Donc les accords d'Abraham, donc ces accords que Trump a construits entre Israël et un certain nombre de pays du Golfe, le Soudan, le Maroc. Donc tout ça, un certain nombre d'actes et de traités notamment, pour... à ses yeux, pour Israël et donc pour les Juifs, selon lui, mais qui en réalité sont plutôt pour les chrétiens évangéliques, parce que si on suit leur prémillénarisme, si vous mettez toutes les Juifs en Israël, en fait, le Messie va venir. C'est ça. Et donc, qui, même aujourd'hui, sont pour, par exemple, raser le mosquée à Al-Aqsa. Et puis, il y a l'idée que dans la Bible, ça sera le retour de Jérusalem comme la capitale du peuple juif, justement. Donc, c'est vraiment un projet, ce n'est pas juste un projet politique pour tous ces électeurs-là. Et voilà, ça, c'est vraiment... ce mélange des genres est quand même très, très inquiétant. Des évangélistes qui ont beaucoup de poids aux États-Unis. Évangéliques. Oui, les évangéliques. Oui, ils ont beaucoup de poids financiers et en termes d'électorat. Ils étaient 1 sur 4 évangéliques blancs électeurs en 2020. Donc c'est... Voilà, 25%, c'est énorme. Pour Trump, c'est en plus. Et oui, cette histoire de enemy within, donc l'ennemi de l'intérieur, je voulais revenir là-dessus parce que c'est ce qu'il utilise par rapport au camp de Kamala Harris. Et comme tu le disais, ça a des accents communistes parce que l'ennemi intérieur, ça fait référence à un argument qui était utilisé dès les années 20-30, quand les gens qui fuyaient la révolution bolchevique viennent s'installer aux États-Unis, on a peur qu'ils infiltrent les institutions américaines. Donc il y a des comités qui se mettent en place dès les années 30, donc bien avant McCarthy et la chasse aux sorcières des années 50 pendant la guerre froide. Il y a des comités donc, qui se mettent en place pour parer à la menace rouge et donc à cette infiltration par l'ennemi de l'intérieur qui va infiltrer notre gouvernement, nos écoles, nos églises et donc toutes les institutions culturelles qui font notre pays. Donc c'est un discours qui est quand même assez fondamental et qui va chercher très loin et qui est plus sérieux qu'il n'y paraît. Parce que Trump peut paraître comme ça, utiliser des mots à tort et à travers, mais il sait quand même... Pas tant que ça. Et si vous avez vu le film The Apprentice, justement, on a dedans, on voit qu'il a été biberonné par notamment un avocat qui s'appelle Roy Cohn et qui a commencé à être connu parce qu'il a justement aidé McCarthy pendant la chasse aux sorcières. Et donc, c'est vraiment... ça, on reprend des vieilles... vraiment des récits anciens, mais qui marchent auprès d'une bonne partie de la population. Et puis, tout ça, c'est mélangé fascisme, communiste, enfin, tout ça, voilà, c'est peu importe, quoi. Qui sont des ressorts encore efficaces. Marxisme, enfin, tout est mélangé. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, mais on sait que c'est pas bien, et que c'est le mal incarné, en fait. Oui, et puis le discours anticommuniste marche très bien, par exemple, auprès des Cubains qui ont émigré aux États-Unis. Les Vénézuéliens aussi. Il ne marche pas auprès des Portoricains qui, par contre, sont une autre frange de hispanistes, enfin latinos. Attention, je mélange, c'est assez compliqué, les libellés. Donc c'est une frange que les latinos, je change un petit peu de sujet, mais les démocrates essayent aussi de courtiser l'électorat latino et plus les Portoricains, justement, qui sont plus sensibles au discours démocrate que des gens qui viennent de Cuba ou de Venezuela, qui sont anticastristes et qui prennent Harris et son camp pour des communistes et ne voteront pas pour eux quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, effectivement, quand on entend parler des hispaniques souvent ou des latinos comme un groupe, en disant ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là. Pas du tout. Donc il faut et en plus c'est encore plus compliqué dans les sondages parce que les sous-catégories sur des fourchettes déjà de 1000, quand on arrive à trouver 1000 personnes qui vont répondre éventuellement au téléphone ou par email ou autre chose, et avoir une fourchette assez représentative de sous-catégories, et en plus à l'intérieur il y a
comme tu dis, l'origine, et puis il y a aussi le côté racial. Un Cubain blanc, ça ne sera pas exactement la même culture, la même chose, la même vision idéologique qu'un Mexicain brown, quoi. Donc on a aussi ce phénomène, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que l'identité raciale est extrêmement importante. Hein. On se définit dans le recensement tous les 10 ans. On se définit aussi par sa race et son ethnie. Et on le fait aussi au quotidien. Dans des clubs, dans des écoles, dans les facultés, même au sein du Congrès, on a le Black Caucus, on a les caucus. Donc ça fait partie, je sais que pour les Français ça fait très étrange, mais ça fait partie de cette vie américaine, de cette identification et auto-identification. Vous parlez de recensement, il donne des catégories et vous casez ce que vous voulez. Donc c'est très important. Est-ce que le 6 janvier va peser dans les votes? C'était pas vraiment anodin, nous redit Petit Tofu. Et après, j'ai la question. Yanamat, je n'ai pas oublié ta question aussi. Salut Yanamat, je la pose après. Je sais que le camp démocrate essaie d'utiliser beaucoup cette question de se battre pour la démocratie le 6 janvier. Malheureusement, moi je suis convaincue que ça ne pèse pas autant que ça aujourd'hui. J'entends beaucoup plus des Américains avec qui je parle de l'économie. On entend ça souvent, mais c'est vraiment l'économie souvent qui fait ça. Mais c'est parfait, c'est la question d'Yanamat après. Pardon, Jérôme. Trump d'ailleurs dit, là il était encore à Univision, je crois qu'il a parlé que c'était un jour d'amour, quoi. Enfin, il réinterprète comme ça l'arrange. C'est absolument incroyable, mais il n'a pas de gêne par rapport à ça. Et d'ailleurs, lui, il parle de libérer les otages. Il parle des gens qui sont en prison maintenant, qui ont participé. Il parle des otages, des J6 hostages. Et c'est un truc. Donc ça veut dire que c'est pas un problème. Il pense pas qu'en tout cas, ça soit un problème particulier. Il a plus de gêne par rapport à la question de l'avortement que par rapport à la question du 6 janvier. Oui, mais ça ne va pas changer ce que pensent les gens de lui, puisque les gens le connaissent, ils savent qu'il a ces positions-là, et donc ça ne va pas fondamentalement changer son électorat, la vie de son électorat. Et pour les autres qui ne l'aiment pas, ils savent pourquoi ils ne l'aiment pas. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt Kamala Harris qui doit travailler encore son discours jusqu'à l'élection, parce que malgré tout, elle est neuve dans le paysage politique, et surtout pour les gens qui habitent de l'autre côté du pays. Donc la procureure, la ministre de la Justice californienne, elle reste encore, elle représente encore l'élite intellectuelle, et c'est quelqu'un qui a affiné ses positions économiques notamment, avec pas mal une multiplication de défiscalisation pour les parents du premier enfant, et puis pour monter une entreprise, et puis aussi en termes d'achat d'investissement de logement. Donc ça s'affine, mais ça reste encore insuffisant, et on a encore des gens qui disent qu'ils ne la connaissent pas assez et qu'ils ont encore besoin d'en savoir plus sur elle. Alors c'est pour ça qu'elle a multiplié les interventions dans les médias, qu'elle s'est confrontée à l'exercice sur Fox News hier. Donc apparemment ça a été tendu. Parce qu'elle a été poussée dans ce retranchement. Moi, je n'ai pas vu le débat. Vous avez vu chacun j'ai regardé vu le débat. Oui, en fait, le débat, l'intervention davantage. Ça a été réduit. Apparemment, l'hôte s'est plaint, qui est un des modérés de Fox News. Voilà. Mais il a été assez agressif parce qu'il s'est plaint que les démocrates sont arrivés en retard, qu'au lieu de 25-30 minutes, c'était 20 minutes. Mais elles avaient aussi la pression de Donald Trump qui avait dit que c'était vraiment une honte qu'ils devenaient des vrais gauchistes à Fox News. Donc je pense qu'il fallait aussi qu'ils montrent que non, ils n'étaient pas vraiment des gauchistes à Fox News, ce qui est quand même... Bon, pour ceux qui nous rejoignent, que ça fait Fox News n'est clairement pas une télévision de gauchistes. Non, pas du tout. Et Kamala Harris aussi, son problème, c'est aussi de se différencier de Joe Biden. Je pense que c'est une de ses erreurs, c'est de pas jusqu'ici... Alors, elle est en train de revenir là-dessus parce que, justement, elle a dit, il n'y a pas très longtemps, sur Fox News notamment, et qu'en fait, que ça serait très différent, et notamment parce que elle va prendre des républicains éventuellement dans son administration, en tout cas avoir un petit républicain. C'est un geste fort. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ce qu'elle essaie de montrer maintenant, c'est que finalement, ça sera quand même pas la continuité de Joe Biden, mais c'est un peu compliqué parce qu'elle est un petit peu sur les deux.
Oui, en fait, cet changement, c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est le cas de le dire, mais je ne m'exprime pas très bien, mais les gens ne veulent plus de ce gouvernement, ils veulent du changement. Alors, logiquement, Trump représente plus le changement que Kamala Harris, qui s'inscrit dans la droite lignée de Biden. Et donc, les journalistes ont posé la question plusieurs fois, mais qu'est-ce que vous allez faire différemment? Jusqu'à présent, elle n'a pas été capable de répondre. Et donc, elle a conclu plus ou moins l'interview en Fox News en disant ça sera différent, j'aurai un programme différent de Biden. Bon, comment elle va le faire? Ça, c'est la question. Moi, j'ai regardé un peu, c'est l'éternelle question, c'est-à-dire je vais être différent en quoi? Et elle a du mal, dans tous ses entretiens d'ailleurs, à vraiment définir des programmes, des points très clairs et développés. Et je pense que ça aussi, ça lui coûte. Mais on lui demande tant que ça d'être si différent que ça de Joe Biden. Le problème, c'est que Joe Biden, il avait le problème de son âge, vraisemblablement. Oui, mais alors elle incarne une différence, c'est sûr, par le fait que ça soit déjà une femme biraciale, que ça soit une femme, enfin voilà, elle est plus jeune. Bon voilà, alors par rapport au Moyen-Orient, dans le discours, c'est un petit peu différent, mais dans les actes, il n'y a pas de différence. Non, mais même dans le discours, c'est très plus d'empathie, mais voilà, très nuancé ces discours. C'est ça. L'autre jour, quand elle dit l'Iran, c'est notre ennemi numéro 1, on sait très bien sur quel. Mais par rapport, disons, aux Palestiniens, elle a un discours un peu plus d'empathie, on va dire, mais ça reste du discours. Et c'est un gros problème pour elle aussi, auprès notamment, on parlait du Michigan tout à l'heure, sur une population arabo-musulmane qui habite dans le Michigan, qui est un État clé, et qui sont quand même assez nombreux. Mais aussi avec la population juive qui, à la base, 80% pour les démocrates, aujourd'hui, s'ils ont 60%, ça va être beaucoup. Et là, pour le coup, parce que justement, elle joue l'entre-deux, et ça ne plaît pas non plus à un public qu'elle avait pensé acquis. Donc elle a vraiment du mal sur certains sujets. C'est très compliqué pour les démocrates, de toute façon. Oui, tous les secteurs, enfin tous les segments de la population qui étaient plus ou moins acquis aux démocrates sont en train d'être dans la balance. Et donc là, il reste 18 jours, 19 jours. Il va falloir vraiment multiplier encore les apparitions et les discours et dire justement ce qu'elle compte faire de différent pour s'inscrire vraiment et pas dans la continuité de Biden, parce que pour l'instant, elle n'a pas réussi à convaincre. La question du Proche-Orient est si importante que ça? Oui, évidemment. Enfin, justement, Wisconsin, Michigan, on a une forte population jeune qui est soit musulmane, soit arabe, et qui donc reproche depuis l'année dernière. Vous avez vu les protestations, enfin les manifestations sur les campus. Donc ça, c'est quelque chose qui va peser très lourd. Si c'était une élection au niveau national, ça serait peut-être pas le sujet principal de beaucoup d'Américains, mais c'est vrai qu'on est dans des États avec des petites marges de victoire et tout compte, et ça compte aussi vraiment parce que ça peut se faire quand ça se fait à 10 000 voix, 10 ou 20 000 voix près dans un État et que vous avez 200 000 personnes déjà qui peuvent voter par rapport à ça, qui sont ceux qui ne s'engagent pas, les non-committed par exemple, qui pourraient voter pour un troisième candidat comme Jill Stein par exemple. Ça ne va pas forcément être des gens qui vont voter pour Donald Trump. Mais la question, est-ce qu'ils vont voter pour Kamala Harris, quoi? Oui, c'est très clairement pas une population qui est très importante. Et très clairement, enfin, si on regarde aussi les sondages américains, dans la globalité, il y a un soutien à l'existence d'Israël, à la défense d'Israël. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très clivant. C'est plus chez les jeunes où il y a cette envie entre guillemets, de changement, dans une population qui ne vote pas autant que les personnes plus âgées. Mais c'est vraiment au Michigan où ça va jouer à ces quelques milliers de voix. Pour le reste du pays, je ne pense pas que ça joue autant. Ça joue à ces quelques milliers de voix en Michigan. Et après, ça joue aussi avec la population juive et avec les donateurs, dans certaines qui ne soutiennent plus Kamala Harris, par exemple. Donc ça, de toute façon, elle ne gagne pas, quoi qu'il en soit. Je vous en prie. Pour les jeunes, c'est vrai que dans le Michigan, Wisconsin, où on a cette forte population arabo-américaine ou musulmane, ça va compter. Mais ce qui est curieux chez les jeunes, c'est que l'argument numéro 1, si on voit proportionnellement, nationalement, c'est l'économie.
Alors que ce n'était pas du tout le cas. Vous déflorez une deuxième fois de transition. Vous êtes agaçante. Ça va très mal se Ouais, passer. c'est bien, Vous elle est n'allez plus forte. jamais revenir. Mais je pense qu'elle a lu vos notes avant. Mais non, mais c'est vous qui avez ouvert le tiroir tout à l'heure, Jérôme. Mais justement, il y avait Yann Amat qui avait posé tout à l'heure. C'était à quoi? À 17h29. C'était pas il n'y a pas si longtemps que ça. Salut Yann Amat, bienvenue chez toi. Yann Amat qu'on connaît bien, qui dit le problème de l'énorme dette publique des États-Unis. Est-ce que c'est un point important de la politique de Kamala Harris? Agnès Trouy. Oui, la dette, bien sûr. Et comment éponger cette dette, surtout quand on promet des programmes de défiscalisation massifs. Parce qu'on promet des programmes passionnants dont tout le monde a envie de profiter. Mais la question, c'est où trouve-t-on l'argent? Ça, c'est une question, bien sûr, que tout le monde se pose dans tous les pays du monde. Et c'est la question à laquelle Kamala Harris n'a pas répondu pour l'instant. Donc, les États-Unis peuvent se permettre d'être endettés parce que ça reste le pays le plus riche du monde. Donc, on n'a peut-être pas les mêmes enjeux par rapport à ceux qu'on a en France, je dirais. Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais ça reste, oui, la sound economy. Donc le budget, bon, ça c'est plutôt un thème républicain. C'est pas quelque chose qu'on va attendre des démocrates. Mais cette idée d'économie saine, c'est quelque chose qui compte très fort chez les républicains et qui va convaincre les gens de voter pour le camp républicain parce que c'est l'économie saine, le gouvernement limité. Et Sauf que dans le réel, en fait, quand on regarde son programme économique, il accroît encore plus la dette, bien plus la dette. Enfin, Oui, absolument. C'est ça qui est incroyable. Ça reste le paradoxe des républicains ces 15 dernières années, finalement. Donc, il y a une question de ressenti, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est la perception. C'est la perception, c'est pas la réalité. Et donc, c'est vrai qu'on en parlait avant l'émission. Là, l'inflation a été monumentale aux États-Unis. Nous, à côté, en France, on a souffert, mais c'est rien, c'est sans commune mesure. Et le temps que les mesures exceptionnelles qui ont été mises en œuvre par Biden, parce qu'elles sont vraiment très efficaces, le temps que ça se réverbère sur le quotidien des Américains, eh bien, il sera peut-être trop tard, on va dire. Et on voit que sur l'économie, c'est intéressant parce que Donald Trump a quand même des mesures qui sont très extrêmes et très simplistes. Globalement, c'est la baisse des impôts, ça c'est un gros classique chez les républicains, mais c'est aussi les tarifs douaniers à un niveau incroyable qui, je pense, aura du mal à mettre en place parce qu'il vit comme s'il n'y avait pas d'autres pays qui allaient réagir et que ça n'avait aucun effet. Alors ça marche, ce discours-là, pour une partie de la population. Un peu agressif. Et puis alors des solutions très simples sur le logement, c'est on vire les immigrés, on met les Américains à la place et comme ça il n'y aura plus de problème de logement. Donc c'est vraiment d'un simplisme, mais ça marche pour une partie de la population. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que voilà, c'est comme on le disait tout à l'heure, ce qui compte, c'est la perception. C'est comme il a 78 ans, il fait beaucoup d'erreurs, il y a quelques problèmes cognitifs, et pourtant, il est perçu comme étant celui qui incarne la puissance et la force. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est ce que vous disiez juste à l'instant, là, le discours fort, c'est aussi un argument qui pèse chez les électeurs, notamment chez les hommes, et donc les hommes jeunes et les hommes moins jeunes. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait écho, vraiment. C'est-à-dire que Kamala Harris peut être perçue comme une femme, justement, qui va être faible par rapport aux dirigeants sur le plan international. Et donc Trump représente cette force et donc cet autoritarisme qui peut effectivement dissuader les dirigeants étrangers de chercher des noises aux États-Unis. Ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi Elon Musk, puisqu'on parlait d'Elon Musk. Lui, il est dans une type c'est la culture bro, la bro culture, et qui vient un peu de la tech là, et c'est toute une partie. C'est mélangé. Il y a une partie qui sont plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite, mais il y a cette culture de compétition, un petit peu de sport, etc., de force. C'est une culture où il y a très peu de femmes. Et en fait, c'est vraiment, quand on entend Elon Musk, il est vraiment d'un misogynisme absolument incroyable. Avec son bon copain dans le vestiaire, un petit peu. Oui, et puis Peter Thiel, c'est la même chose. C'est vraiment misogyne, patriarcal, avec vraiment un rejet de ce qui
ce qu'ils appellent la culture woke, de ce que représentent les démocrates, représentent une femme aussi, et tout ce qui va avec. Et c'est une des raisons d'ailleurs qu'ils ont bougé au Texas, un certain nombre d'activités. Et Elon Musk, l'une des raisons pour lesquelles la raison personnelle pour laquelle il s'est mis vraiment du côté de Trump, c'est parce que sa fille a changé, donc c'est son fils a changé de sexe, de genre, pardon, et transgenre, et il l'a totalement rejeté. Il dit mon fils est mort. En fait, donc, c'est quand même assez incroyable d'avoir ça. Et il dit vraiment, il est anti-woke et c'est vraiment sa motivation, une de ses motivations importantes. Oui, je pense qu'on n'a pas encore mesuré l'effet. Alors Sacha a dit sa fille du coup, oui. Oui, c'est sa fille, pardon. C'est sa fille parce que c'est son sûr. fils qui est mort et qui est sa fille en réalité. Voilà. Pardon, c'est exactement. Agnès, pardon. J'étais un peu... Oui, c'est l'effet boomerang du wokisme. Hein, donc, c'est plus très à la mode pour ce qu'ils appellent wokisme. de ce qui s'appelle wokisme. On en parlait justement l'autre jour. C'est moins à la mode d'utiliser ce mot, mais enfin, ça reste une tendance qui décrit tout ce mouvement et les avancées, hein, les progrès des dernières années, enfin, selon le point de vue d'où on se place. Un peu différente en Europe. Voilà. Mais les jeunes, je pense aux jeunes hommes, les jeunes générations, comme les hommes plus âgés, peut-être que ceux qui sont entre les deux sont moins sensibles à ça, mais pour des hommes jeunes, le discours progressiste, féministe, le mouvement MeToo, ça peut être aussi quelque chose qui est perçu de façon un peu sensible et où ces jeunes hommes ne savent plus où se placer et donc une figure trumpienne finalement les rassure, cette force, cette masculinité. Moi j'ai parlé avec des Africains américains ou des gens de couleur, ils aiment Trump, ils aiment ce côté masculin fort, qui projette comme ça cette force quoi. Et voilà, et c'est comme ça. Donc il faut le prendre en compte aussi. C'est ça, il y a cette force. Et l'autre aspect dont on parle un petit peu moins, mais qui est important, c'est le fait que ça soit un showman et qu'il est très divertissant. Et ça plaît beaucoup. Il y a vraiment ce côté... il n'est pas jugé comme un homme politique normal, en fait. Selon des critères d'un homme politique. Il est vu comme un outsider. Et vraiment, c'est pour ça on parle de candidat Téflon, parce que tout glisse, en fait. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce qu'on a d'autres hommes ou femmes politiques républicains, ça passe pas. Mais lui, ça passe parce qu'il n'est pas jugé selon les mêmes critères. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais il a été extraordinaire depuis le début, extraordinaire, dans le sens où c'est pas un homme politique, Trump, c'est un homme du showbiz, c'est un homme d'affaires avec plus ou moins de succès. Bon, on peut lui reprocher d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais en or. En attendant, il a quand même bossé dans l'immobilier, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude du milieu des affaires, et ajouté à ça le milieu du showbiz. Et les Américains ont une admiration pour les gens qui sont dans les affaires, et puis qui cultive ce spectacle, cette dimension de... je me rappelle d'un match de basket à Halloween avec les 76ers de Philadelphie, où les gens ne regardaient absolument pas ce qui se passait sur le terrain, mais plutôt les gens qui étaient costumés dans les tribunes. Donc ça donne une idée de la dimension importante du spectacle aux États-Unis. Surtout en politique. Enfin, en politique, je sais que pour les Français, on critique beaucoup les Taylor Swift, les Beyoncé, les Katy Perry. Bon, de côté républicain, il y en a d'autres, des combattants du UFC. Est-ce qu'on est critique tant que ça, oui? Pensez, Elisabeth? On entend une certaine mécompréhension. Aux États-Unis, ce côté spectacle, c'est vraiment important en politique. Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de penser, enfin moi, j'en parlais dans le bouquin, c'est le fait que c'est son spectacle, ce qu'il adore, c'est le catch. Et le catch, c'est justement ça, en fait, c'est scénarisé, c'est du spectacle, c'est faux, mais c'est cette mise en scène de l'hyper-masculinisation, vraiment de la violence. Et alors là, on est vraiment dans un truc qui plaît énormément à Trump et où il a appris énormément de choses. Et c'est pour ça qu'il a invité Hulk Hogan à la Convention nationale républicaine. Alors donc ça parle pas trop aux jeunes, sauf ceux qui aiment le catch ou les images un peu extrêmes comme ça. Mais pour les gens de la génération de Trump ou un petit peu plus jeunes, c'est un has-been, mais ça représente un gros machin plein de muscles, toute cette culture du catch comme ça, avec toute cette mise en scène
scène. Parce que c'est beaucoup de la mise en scène, la politique aux États-Unis. C'est une grande partie de mise en scène, de show. Donc ça fait partie du jeu. Et donc, voilà, c'est pour ça que les gens aiment Trump aussi, parce qu'il leur donne leur part de spectacle à chaque fois. Nawal dans le chat, salut Nawal, content de te retrouver, qui vous demande le bilan, met-il entre guillemets, de la précédente présidence de Trump. En fait, ça compte pas alors pour les électeurs de Trump ? Son bilan n'est pas si mauvais. C'est ça. Les gens vous diront, et c'était la première question qui a été posée lors du débat entre Trump et Harris, quelle est la différence par rapport à il y a 4 ans ? Et aucun des deux candidats n'a été capable de répondre, ce qui est quand même incroyable. Et quand vous demandez aux Américains, ils vous disent c'était mieux il y a 4 ans. Enfin, en 2016, l'économie, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils ont bénéficié de beaucoup de choses qu'avait fait Obama après la crise financière. Trump n'a pas fait énormément de choses pendant son mandat. Et puis il y a eu le Covid et les gens semblent effectivement totalement avoir oublié sa gestion absolument calamiteuse de la pandémie aux États-Unis. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et ça, c'est passer vraiment à la trappe. On n'est plus dedans, mais donc ce n'est plus une question. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'il y a la guerre dans le monde aujourd'hui, le Moyen-Orient, l'Ukraine. Et sous Trump, c'était la paix. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment frappant quand on entend les Américains. Mais en tout cas, sous Trump, on n'était pas en guerre. L'économie marchait bien. Donc, comparativement, effectivement, par rapport à aujourd'hui, eh bien... Et je pense qu'il y a toujours aussi une forme d'un peu de nostalgie de avant, c'était mieux. Hein, ça, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis, les angoisses de l'avenir, les angoisses du présent sont fortes. Et avant, c'était mieux. Donc, si vous mélangez, si vous additionnez l'idée de la force, de la richesse, donc comme tu disais tout à l'heure, lui, c'est un businessman, il est riche, donc il va faire de l'Amérique riche, une Amérique riche. C'est aussi simple que ça. La force, la puissance, le fait que c'était mieux il y a 4 ans, peu importe les raisons, peu importe les détails, ça devient compliqué quoi, pour les démocrates du coup. Yanamat nous dit qu'il y a aussi la question des armes qui est importante, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle est si importante que cela, la question des armes ? On a Kamala Harris qui dit elle-même qu'elle a une arme chez elle et qu'elle s'en servira. Oui, elle s'en est servie pour tirer à la salle de tir. Voilà, et elle est prête à tuer quelqu'un s'il rentre dans sa maison. C'est ça. Alors ça, c'est aussi une manière de récupérer un petit peu l'électorat plus conservateur qui a peur. D'ailleurs, on voit aussi Tim Walz, on ne parle pas de Tim Walz, mais il est chasseur, il a plein d'armes à la maison. C'est ça, il se met en scène en tant que chasseur. Donc effectivement, mais pour les républicains, c'est plus la peur du transgenre dans les écoles que les armes. Fusillade dans les écoles. Alors bon, ils se font tuer dans les fusillades. Il y a des fusillades dans les écoles, mais c'est pas grave. On va mettre des gardes, on va fermer les écoles encore plus. Mais le vrai danger, c'est quand même que votre fils va à l'école et que le lendemain, c'est une fille, quoi. Ou le contraire. Ou les livres, qui les livres interdire. C'est beaucoup plus important. Les livres vont les rendre, vont les manipuler. C'est de l'indoctrination. Voilà. Donc. Non, les armes aux États-Unis, que ça soit de gauche ou de droite, comme on disait, beaucoup les utilisent. C'est dans la Constitution. C'est très difficile, comme on sait, de changer la Constitution américaine. C'est toujours un épiphénomène quand il y a une fusillade, tout le monde dit il faut changer des choses. Comme c'est État par État, de toute façon, les limitations sont vraiment très différent d'un État à un autre. Il y a quand même des grands magasins où on peut acheter tout et n'importe quoi sans grands soucis. C'est assez impressionnant. C'est pas l'enjeu principal pour les voteurs aux États-Unis. De toute façon, on a une Cour suprême qui est quand même extrêmement conservatrice et qui est quand même pro-armes, qui a libéralisé quand même beaucoup les choses. Il y a eu plein de décisions récemment. Et ça, c'est une vraie question sur la suite parce que si Trump arrive au pouvoir, qu'ils ont le Sénat, là, ça sera pas juste il n'y a pas juste la Cour suprême, il y a tous les juges fédéraux et qui sont donc nommés par le président, mais qui doivent être approuvés par le Sénat. Et donc là, on pourrait se retrouver dans quelque chose d'assez compliqué parce que quand il y a des recours, par exemple, sur les élections ou sur n'importe quel sujet, ça arrive toujours à une cour fédérale, éventuellement la Cour suprême. À partir du moment où vous avez des gens comme la juge Cannon en Floride, qui est vraiment qui a un point de vue très biaisé pro-Trump dans ses décisions, si vous multipliez ça par plein de cours fédérales, ça peut faire un système un peu à la Orban, comme on a un peu en Hongrie, quoi. Donc ça, c'est un peu inquiétant.
a non seulement nommé 3 juges à la Cour suprême, mais il a aussi nommé 90 juges dans les cours fédérales qui sont en place depuis son mandat. Donc il n'a même pas besoin d'en nommer d'autres. Les gens sont là. Donc après, ça dépend de l'orientation de la politique. Et puis le GLOC, là, c'était quand même passé un peu... Enfin, c'était... voilà, ça n'a pas très bien marché, en fait. Ça n'a pas plu non plus aux démocrates. Oui, ils ont trouvé que voilà, elle se vendait un peu à l'ennemi et puis que voilà, c'est pas très bien, c'est pas très convaincant. Chers amis, il est 17h59, passé de 24 secondes, l'heure a filé très vite, mais c'est déjà l'heure du mot de la fin. Le mot de la fin, Elisabeth. Alors, difficile. Le mot de la suite, si tu préfères. La suite, je pense que vraiment, je sais qu'on parle beaucoup de sondages, je pense que c'est vraiment dans les semaines qui suivent le 5 novembre. Déjà, le 5 novembre, on a une idée, une assez bonne idée, mais c'est dans les semaines à suivre qui vont compter, qu'on verra à la fois les recours en justice, la violence éventuelle et puis peut-être un président ou présidente qui se dessine. Jérôme, le mot de la fin. Je pense que pour l'instant, rien n'est joué, on ne sait pas. Et en gros, il ne faut pas trop écouter d'un jour à l'autre. On va vous dire que là, il y a une dynamique de ce côté. Voilà, on ne sait pas trop. Et donc, on en saura plus. Je rejoins ce qui a été dit. Et pour l'instant, vraiment, les sondages, il faut s'en méfier. Et surtout, se méfier des titres éventuels qu'on peut voir un peu dramatiques de temps en temps. Agnès, le mot de la fin. Oui, alors c'est impossible au jour d'aujourd'hui de dire qui va remporter l'élection. Aucun spécialiste de politique n'est capable de dire au jour d'aujourd'hui. C'est trop compliqué. Bon, dites-moi, je fais un stream le 6 novembre. Alors... vous serez peut-être là, d'ailleurs. Peut-être. Est-ce qu'on saura le 6 ou pas? Alors, le 6, pas forcément. Et il faut aussi... on n'a pas parlé... on en a un petit peu parlé, mais l'importance de l'argent qui est investi dans cette campagne et l'argent qui est investi dans les publicités pour attaquer l'adversaire de part et d'autre. Je pensais à la Pennsylvanie. 350 millions de dollars pour les publicités de campagne, rien qu'en Pennsylvanie, dont 150 millions les 2 derniers mois. Là. Et donc là, les Américains sont inondés toute la journée d'incitation au vote, de publicité critiquant l'adversaire. Et donc ça, malgré tout, ça compte, puisque c'est aux États-Unis, il y a aussi beaucoup ce qui se passe les derniers jours. Ils sont sensibles à... Voilà, 1 milliard du côté... voilà, oui, les démocrates ont battu tous les records et ont beaucoup plus d'argent que les républicains pour la première fois, enfin en tout cas depuis longtemps. Merci Agnès Trouillet, merci Jérôme Viala, Godefroy, merci Elisabeth Shepard-Selam. Je vous chasse du plateau, merci infiniment pour cette heure, pour vos réponses limpides. J'espère que vous reviendrez, par exemple le 6, je vous remets entre les mains de Jeanne, qui va gérer votre retour dans les méandres de la maison de la radio et qui va peut-être vous parler un petit peu d'agenda si vous êtes disponible. C'était un plaisir de vous avoir, j'espère que c'était un plaisir partagé. Salut, à bientôt. Il est 18h01, passé de 52 secondes, j'accueille mon second plateau, je vous en prie. Installez-vous les amis. Vous avez des gobelets relativement propres, c'est ceux qui sont retournés. Vous avez de l'eau en dessous. Asseyez-vous. Vous avez chacune et chacun un micro. Les micros, ils sont très très directionnels. Il faut lui parler vraiment devant. Prenez votre micro. Il faut lui parler vraiment comme ça. Il faut éviter de le prendre par la connectique, ça fait des scrunchs. Il faut éviter que le fil tape sur votre genou, ça fait des chpoufs. Voilà. Bienvenue à tous les trois. 18h02, 17 secondes. On sort nos téléphones, nos méchants écrans pour toquer à la porte de YouTube, d'Instagram, de TikTok, où l'on a vu toutes ces vidéos. On nous promet un corps de rêve qui nous jure qu'on va pouvoir perdre 5 kilos, 15 kilos en 8 jours grâce à un super régime ou un programme de sport super facile, voire sans faire de sport du tout. On a évidemment très très envie d'y croire. Alors on y croit un peu, même si au fond de nous, on sait qu'on va très certainement se faire un peu arnaquer. Since the beginning, the fitness industry has always been laden with lies. Fitness industry is like 99% lies, but it makes a lot of money. If you want to get rid of thigh fat, you definitely want to keep listening. I have a super easy tip for you. Sit on a chair and place your feet on the floor. Put your palms on the outside of your knees. Push your knees outward against your palms. Hold for 1 minute. Soon, you should start to see some results. La culture du fitness est présente absolument partout. Sur les réseaux, on est envahi de vidéos, My Workout Routine, What I Eat in a Day, Comment doubler ses bras. Les pubs pour les salles de sport sont omniprésentes à la télé, dans le métro et même dans la rue. Et les influenceurs fitness réunissent des millions d'abonnés, allant jusqu'à se classer en tête d'affiche des plus gros influenceurs français. Des gros yeux, ça veut dire qu'il faut lui reparler devant. Pardon, on est revenu. Mais dans tout ça, il y a du bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup de poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Salut Cyrielle.
Salut. Cyril Thépeau, alias Samy Story, youtubeuse, créatrice de contenu, exploratrice du web. Ce qu'on vient de voir, c'est l'intro d'une des vidéos de ta chaîne YouTube. C'est ça. Qu'on recommande puisqu'il y a plein de trucs super. À tes côtés, Béatrice de Rénal. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Bienvenue, tu es nutritionniste, tu as commis Ouvrez l'œil avant d'ouvrir la bouche. C'est paru chez Robert Laffont en avril 2016. J'ai oublié quelque chose ? Oh, plein de choses. Plein de choses. Ouais. Je suis gourmande, mais j'aime pas qu'on utilise la nutrition pour se valoriser ou pour vendre des produits qui ne le méritent pas. Eh ben on va justement parler de ça pendant 56 minutes. Super. Ça tombe bien que tu sois là. Et à mes côtés, Nassim Saheli, salut. Bonsoir. T'es coach sportif, t'es youtubeur. Sur ta chaîne, tu parles de musculation, de diététique, de développement personnel. T'es spécialiste de l'hypertrophie musculaire. C'est prendre de la masse, en gros. Hein. Pour ceux qui n'ont pas l'image, ça donne Nassim qui a beaucoup de muscles. Et puis moi qui vais aller me rhabiller au vestiaire. On trouve un peu de tout sur les réseaux en matière de régime, de programmes sportifs, de cure de tout et de rien. On peut peut-être commencer par ça et après on ouvrira plein de tiroirs. Qu'est-ce qui vous a le plus horrifié ? Mes questions ne sont pas attribuées, répond qui veut. Moi, je veux bien commencer. Ouais, en oui. fait, le problème, c'est que tout le monde mange, donc tout le monde se croit expert en nutrition. Et en fait, c'est pas le cas. Donc, en fait, il faut comprendre que quand vous donnez un conseil à quelqu'un, il y a quand même une chance sur deux pour qu'il le suive. Et si vous donnez un mauvais conseil, vous l'envoyez dans le mur. Donc, en fait, vous avez une responsabilité lorsque vous donnez des conseils, surtout si vous accompagnez ce conseil de « Ah, mon docteur a dit », ou voire pire, « Le grand professeur machin truc a dit », ou voire pire, « Le prix Nobel de physique, je sais pas quoi, nucléaire, a dit que, etc. » Donc, en fait, c'est une énorme responsabilité et moi, ça me révolte un peu parce que malheureusement, il y a des gens qui croient ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent. C'est vrai que pour rebondir dessus, malheureusement, même si les gens se disent pas experts, il y a un phénomène, par exemple, on voit beaucoup de vidéos qui s'appellent des What I Eat in a Day, où des gens montrent tous leurs repas qu'ils consomment dans une journée. Et c'est des vidéos qui sont faites par monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas forcément de compétences en nutritionnisme. Et le problème, c'est que ces vidéos sont souvent suivies un peu comme des tutos à la lettre, alors que ça peut être pas du tout adapté à la personne qui le regarde. La personne qui donne ses conseils peut elle-même des fois avoir des troubles du comportement alimentaire ou ne pas se rendre compte que ce qu'elle mange peut être problématique pour d'autres personnes. Et même sans le vouloir, en fait, même si elles ne disent pas « manger ce que je mange », il y a un message un peu implicite et les gens le suivent indirectement et ça peut créer comme ça des gros problèmes. Et c'est un peu le même constat pour la muscu parce que il me semble qu'il y a 4 millions de Français qui ont un abonnement à la salle de sport, donc ça fait beaucoup. Et presque autant de coachs au final, parce que quand on se rend compte qu'on arrive à avoir des résultats au bout de quelques mois, quelques années de sport, de musculation, de fitness, on est quand même tenté de conseiller le voisin, de conseiller l'ami, de conseiller d'autres personnes. Et aujourd'hui, vu que les réseaux sociaux nous permettent d'avoir une communauté qui est quand même assez énorme, assez importante, on se retrouve avec des conseils qui sont donnés par des personnes qui ne sont en aucun cas qualifiées pour le faire. Et malheureusement, on se retrouve avec des petits accidents. Alors, il y a AFX Slay qui dit « Bonsoir, mince, j'avais oublié le changement d'horaire. » C'est normal, c'est la première fois qu'on teste tout cet horaire. Moi aussi, tout à l'heure, je l'avais un petit peu oublié. Puis Cyril aussi et Jeanne aussi, donc tu n'es pas le seul. Mais bienvenue donc, dans ce stream avec l'horaire changé. Tasse Papy qui nous dit « L'écran est placé judicieusement pour ne pas voir la différence musculaire. » C'est vrai, c'est pas faux. C'est quoi les grandes tendances du moment en termes d'arnaque ou de mode dangereuse que vous avez peut-être repérées croisées sur Instagram, sur YouTube? Il y a toujours eu des recettes miracles. Moi, je fais de la musculation depuis 18 ans aujourd'hui et c'est vieux comme le monde en fin de compte. Tout le monde recherche des raccourcis. Depuis que j'ai commencé, je suis toujours confronté à des programmes miracles où en une semaine ou 15 jours, on va pouvoir transformer son physique. Alors on peut transformer son physique en quelques semaines, mais clairement pas en un claquement de doigts. Ça demande de la patience, ça demande des efforts. Donc j'ai pas remarqué de choses vraiment spécifiques à cette époque, ou en tout cas très très récentes, mais c'est toujours à peu près la même chose, mais aujourd'hui, vu qu'on a les réseaux sociaux, ce qui est un merveilleux outil pour pouvoir s'exprimer, il y a aussi cette caisse de résonance qui fait que beaucoup plus de personnes y sont confrontées. Oui, et puis c'est vrai que d'un point de vue strictement alimentaire, il y a quand même beaucoup de marques qui profitent de la situation en faisant des allégations d'abord qu'elles n'ont pas le droit de faire d'un point de vue juridique. Mais bon, quand une fois que vous êtes sur le net, qui va venir vous attraper? Personne. Tu penses à quelque chose en particulier? Oui, notamment pour maigrir, pour acheter des tas de produits, des mélanges de protéines qui vont tout de suite vous faire des muscles ou autre chose. Et en fait, c'est quand même compliqué. Souvent d'ailleurs, ce sont des sociétés qui ne sont pas basées en France. Donc
donc elles sont difficilement attrapables. Et bon voilà, après, la personne qui est pressée, combien de fois j'ai des patients qui me disent bon ben moi j'ai besoin de perdre 5 kilos, enfin 3 kilos, c'est toujours 3 kilos qu'on veut perdre, c'est jamais 4 ou 5, mais donc dites-moi ce que je dois faire. Et comme ça, demain, j'ai plus les 3 kilos. Donc en fait, c'est des demandes qui sont aberrantes. Voilà. C'est ça, je pense que malheureusement, l'humain en fait a envie de résultats très rapides de base, et il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui malheureusement jouent sur ça et qui du coup vont promettre des résultats très rapides, par exemple comment avoir des abdos en 2 semaines, etc. Et parce qu'ils savent que c'est ce que veulent les personnes, ils veulent ces résultats rapides et ils vont jouer là-dessus du coup pour attirer du clic, vu qu'il y a de la demande, forcément ça va faire cliquer, et ça peut donner cette idée dans la tête des gens que c'est possible, surtout que souvent c'est des personnes qui ont des très bons physiques qui donnent ces conseils, donc on a l'impression que peut-être que c'est ce que lui-même a fait, qu'il a réussi à avoir ses abdos en 2 semaines, alors qu'au final, pas du tout. C'est souvent beaucoup plus d'efforts, mais ils vont mettre ça en avant, notamment dans des titres, des miniatures, ou dans leur manière d'amener les conseils pour attirer ces personnes. Et en fait, souvent, ça fait que les personnes finissent déçues, parce qu'évidemment, c'est pas aussi simple, malheureusement, c'est possible, hein, mais c'est pas aussi simple. Et on voit beaucoup de déceptions et des gens qui peuvent des fois arrêter en disant bah, c'est pas fait pour moi, je comprends pas pourquoi, alors que de base, ils avaient une bonne impulsion, une bonne première envie des fois de travailler sur eux, de sentir mieux dans leur corps, ce qui est une bonne chose. Mais malheureusement, ces conseils les poussent à abandonner des fois parce qu'ils vendent du rêve qui n'est pas très réaliste. Alors tu parles d'abdos en 2 semaines, il y a JDFDJ qui dit on a tous des abdos cachés sous la graisse. Merci, à tout seigneur, tout honneur, comment je fais pour avoir des abdos en 2 semaines, pour révéler ceux qui sont cachés sous ma graisse? C'est possible en 2 semaines? C'est impossible. Malheureusement, c'est impossible. Alors tout dépend de la couche de graisse qui est par-dessus Très les abdos. mince. mais non, typiquement, c'est impossible. En sport, on ne cherche pas à avoir des résultats aussi rapides, on ne peut pas avoir de résultats aussi rapidement. C'est des changements qui doivent s'inscrire dans la durée. Ça peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois, parfois même plusieurs années, hein, pour voir des changements qui sont vraiment profonds et qu'on pourra garder le plus longtemps possible. Parce que c'est aussi bien beau de progresser sur 3-4 semaines, ou même un petit peu plus, et de perdre tous ces résultats parce que c'était des habitudes qui étaient trop difficiles à conserver et qu'on en est amené à utiliser des procédés qui sont trop radicaux. Il y a un truc qui inonde Instagram, c'est la calisthénie, c'est bien ou pas? C'est super. En fait, toutes les activités physiques sont bien. Hein. La calisthénie... J'ai l'impression qu'il y a une mode là depuis qu'elle... Ouais, travailler avec son propre corps, essayer de maîtriser son propre corps, c'est hyper noble comme pratique. Donc c'est génial. Mais après, tout le monde trouve son compte dans l'activité qui lui plaît, hein, que ce soit musculation avec des haltères, calisthénie, force athlétique, natation, foot, tout est bon à prendre. Oui, et puis c'est vrai que d'un point de vue nutritionnel, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire qu'est-ce que vous devez manger. C'est vous qui devez le savoir. Donc en fait, il suffit de fermer les yeux, de réfléchir, de savoir le ressenti que vous avez. Et après, on n'est pas tous pareils. Il y a des petits, des grands, des gros, des musclés, des pas musclés, des ossus et des non ossus. Donc chacun a des besoins qui ne sont pas standardisés. Donc il faut quand même que chacun puisse prendre sa mesure, puisse trouver l'activité et son rythme de vie qui lui conviennent, et pas écouter les dictates. Et en fait, les dictates, il y en a tout plein, que ce soit sur des réseaux sociaux ou dans les journaux, etc. Mais il faut bien comprendre aussi que tout ça, c'est médiatique, et le médiatique, si vous voulez attirer le chaland, il faut que ça soit un peu formidable, parce que sinon, si vous dites tout va bien, Madame la Marquise, personne ne va vous écouter. Donc, voilà. Tout ça, c'est quand même beaucoup de business aussi. Tu disais, on ne cherche pas à perdre 4 ou 5 kilos, on cherche à perdre 3 kilos. Oui, Est-ce qu'on peut perdre 3 kilos C'est les célèbres 3 kilos. Parce qu'en fait, les gens vous disent, je ne sais pas si vous savez ça, mais les Français, ils donnent toujours 2 cm de plus que leur véritable taille, et ils donnent toujours 3 kilos de moins que leur véritable poids. Comme ça, ça le fait, quoi. Et en fait, quand ils viennent en consultation, quand ils ne sont pas énormes, bien sûr, ils disent, moi, là, je voudrais juste perdre 3 kilos. En fait, quand vous faites l'autopsie, vous vous rendez compte qu'il y en a plutôt 5 ou 10, mais ce n'est pas grave. Après, un autre truc aussi marrant, c'est que vous dites aux gens, mais tu préfères rentrer dans une taille de pantalon plus petite, donc paraître plus mince, ou est-ce que tu veux juste que la balance te dise que tu as 3 kilos de moins? Je préfère que la balance me le dise. Donc c'est complètement crétin, parce qu'en fait on veut être mince pour être svelte, enfin je sais pas, fluide, enfin quelque chose comme ça, pour avoir une esthétique, enfin je pense. Et puis après il y a aussi le ressenti, bien sûr, quand on fait un peu d'activité physique et quand on mange à peu près bien, on est souriant, quoi, on a le moral. Donc voilà, en fait, les gens ne sont pas tellement logiques là-dedans. Il y a JFDJ qui s'interroge sur le mot autopsie que tu as utilisé. C'est une erreur Non, pas du tout. C'est une façon de parler. Ça veut dire que je pose quelque chose, puis après je fais l'autopsie. C'est-à-dire je reviens dessus en disant, au fait, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était une manière de parler. Oui, bien sûr. Non, je vous rassure. Hein.
Turbo Papadong, salut Turbo Papadong, qui nous dit les standards c'est Instagram maintenant, c'est ça le problème. C'est un peu ce que tu expliques dans tes vidéos, Cyrielle. Oui, totalement. C'est vrai que le problème, je vais dire, d'Instagram, c'est qu'on se met tous à notre avantage. Donc c'est un phénomène normal. On veut tous sur des photos être beau, être à notre maximum. Mais c'est vrai que forcément, ça crée une image qui est totalement irréaliste, qui ne représente pas la réalité. Et ça fait que nous, on va se comparer à ces images. Et nous, on se voit dans la réalité. On se voit pour une femme le matin quand on est démaquillé, ou pour un homme, je ne sais pas, quand on est fatigué, peu importe. Mais nous, on voit notre réalité et on la compare à cette version idéalisée des autres. Et du coup, ça monte tout à coup les normes, en fait, de beauté à nos yeux. Alors que du coup, ça ne représente pas la réalité, en fait. Et ça, plus le fait qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, en général, plus on est beau, plus on peut avoir une chance d'être populaire. En particulier sur Instagram, où il y a beaucoup ce culte du corps, ce culte de la beauté, ça fait qu'en plus, on se compare souvent aux 10%, 5%, voire moins encore, de personnes les plus belles sur Terre, en fait, et ça nous donne un référentiel qui n'est pas du tout celui de la réalité. Qui est en plus mise en scène sur Instagram, oui. Sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ça renvoie une image qui est complètement faussée de la réalité. Oui, mais c'est aussi J'en sais quelque images, chose. C'est aussi des images qui ont été retouchées souvent. Donc, pas souvent. De temps en temps, en tout cas, il y a quand même pas mal de réseaux, c'est retouché. Et, mais il y a des manières aussi, il y a la prise de vue, il y a la lumière, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a du maquillage probablement. Oui, mais moi, j'ai l'impression que la génération Z, elle est moins dans les normes de minceur ou moi j'ai une fille. C'est ce que tu vois parmi les gens que tu reçois en consultation. Oui, mais j'ai aussi une fille qui est de cette génération-là et elle me dit moi j'ai des boutons, c'est pas grave, c'est moi. Enfin c'est voilà, ça va partir, c'est des boutons d'acné, des trucs comme ça. Mais alors que moi quand j'avais son âge, il fallait les cacher, ça se faisait pas. Enfin voilà, c'était. Donc en fait, je pense qu'il. Ou alors que c'est une génération qui est très exposée aux réseaux sociaux et donc à plein de référentiels, qui est bombardée de référentiels en fait aussi. Peut-être, mais en fait ils font attention à leur apparence, à leur look notamment, enfin le style de vêtements, etc., à leur forme sans doute, mais jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent, de la cétogénie, des régimes détox qui sont très populaires sur YouTube, sur Instagram? Vous voulez vraiment me fâcher ce soir? Oui. Alors en fait, si vous voulez, encore une fois, on ne peut pas faire une généralité de tout le monde. Mais vous voyez, il y a une mode actuellement qui est les protéines. Donc aujourd'hui, vous mettez protéines sur un emballage, ça se vend. Et donc les gens disent ah oui, les protéines, c'est bien. Alors effectivement, c'est un nutriment noble parce que ça représente dans le temps la viande, ce qui donne la force, etc. C'est aussi satiétogène. Donc on sait que quand on veut perdre du poids, par exemple, si on mise un peu sur les protéines, c'est plus facile. On n'a pas faim, donc c'est quand même assez pratique. Mais et puis dans certains cas, quand on fait certains sports, on a besoin d'un petit apport en protéines supplémentaires. Mais pour autant, c'est tout à fait exagéré. Donc il y a des modes comme ça qui sont à la limite dangereuses parce que la protéine, une fois que vous l'avez mangée, si vous ne pouvez pas l'incrémenter, ce qui est la plupart du temps le cas, parce qu'il faut faire du sport pour pouvoir se muscler. Hein. Ce n'est pas en mangeant des protéines que tout d'un coup, piouf, bon. Malheureusement. Et donc, dans ce cas-là, vous allez brûler votre protéine parce que vous ne pouvez pas la stocker. Hein, et à ce moment-là, ça va faire de l'énergie, de la chaleur, et puis ça va faire de l'azote, donc de l'urée. Et donc, il faut de l'eau pour éliminer l'urée. Donc, si vous augmentez votre quantité de protéines, vous êtes obligé de boire beaucoup plus, ce que ne font pas les gens. Donc, ils s'abîment les reins. Donc en fait, cette mode autour de la protéine, elle est vraiment très exagérée. Mais quand je dis ça, les gens me disent « Ah bon, je mange trop de protéines ?» Mais non, en fait, les Français mangent 20% de protéines en trop. Et c'est ce qu'on appelle le gâchis métabolique. C'est-à-dire qu'on se casse la tête pour l'environnement, etc. Mais mangez moins de protéines, vous verrez que partager avec les autres, ça ira mieux, vous vous sentirez mieux, vous allez même perdre du poids, et voilà. Donc il y a des idées complètement fausses qui circulent. Et le régime keto, le principe, c'est de dire, de toute façon, quand on veut engraisser, il faut du sucre, il faut des glucides. Donc, vous mangez des glucides avec n'importe quoi, vous pouvez engraisser, si vous mangez trop, bien sûr. Donc, le principe, c'est de dire, je ne mange pas de glucides, comme ça, je ne peux pas stocker. Ouais, sauf que les maladies cardiovasculaires, sauf que, etc. Donc, en fait, c'est pas aussi simple et ça va pas vous sauver la vie. D'ailleurs, en général, les gens qui font du régime keto, ils durent pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas le régime très longtemps. Il y a jamais des très longs cours de régime keto. Et heureusement, c'est vraiment pas souhaitable. Mais après, si vous voulez, des régimes, il y en a, ça va, ça vient. Parfois, il y en a qui reviennent, la comète de Halley, enfin voilà. Mais voilà, c'est pas la panacée en tout cas.
On va rhabiller tous ces régimes pour l'hiver. Il y a GFDJ qui te dit, et l'acétose, ce régime où on ne mange que du gras, qu'est-ce que tu en penses? Pas de bien, hein, pour la même raison. Pour les mêmes raisons, j'imagine. En fait, si vous voulez, le gras, il peut donner de l'énergie, mais il ne peut pas fabriquer des protéines. Donc les protéines, c'est quand même un nutriment qui est indispensable. Donc on a une base minimum à fournir. Après, l'énergie, elle peut vous venir de n'importe où. De toute façon, l'homme, on a toutes les adaptations possibles. C'est-à-dire qu'on ne peut vivre que de protéines, que de lipides. Enfin, pas tout à fait que de lipides, mais la base énergétique, elle peut venir de n'importe quoi. Si vous avez grossi, c'est que vous avez mangé trop. Ça, c'est mathématique. Donc, voilà. Après, la seule chose indispensable au jour le jour en macronutriments, ça va être un peu de protéines, parce que ça, vous ne savez pas les fabriquer, en tout cas pas toutes. Alors Nassim, tu n'es pas nutritionniste, mais tu entraînes des gens. L'alimentation fait partie de ton métier aussi. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à ceux qui te suivent? En fait, je reviens un peu... Et Cyrielle, tu interviens quand tu veux, bien sûr. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une approche qui va être adaptée à tout le monde. C'est exactement ce que vous disiez juste avant. C'est toujours au cas par cas. Et ce que j'essaie de faire, c'est plutôt d'expliquer le fonctionnement justement des macronutriments, du métabolisme, etc., pour qu'on puisse faire les choix qui sont les plus logiques par rapport à ses contraintes, son emploi du temps, ses envies, son appétit, et de ne pas justement se bloquer dans un mode de fonctionnement qui serait peut-être pas adapté. Donc, les régimes, ils vont et ils viennent. Hein. C'est vrai que c'est la mode des protéines aujourd'hui, mais ça l'était aussi à 20 ans. Le régime cétogène, il va, il vient. Le jeûne intermittent, c'est un peu la même chose. Je ne pense pas qu'il y en a un qui soit foncièrement meilleur que les autres ou foncièrement plus mauvais. Mais c'est juste des outils qu'on va pouvoir utiliser pour atteindre plus facilement son objectif. Béatrice, j'ai oublié de te parler du jeûne intermittent. Tu penses quoi du jeûne intermittent? Alors en fait, juste pour suivre ce que tu viens de dire, en fait le régime c'est un peu comme monter sur l'Himalaya, c'est-à-dire que c'est difficile de monter, d'accord? Au bout d'un moment, on prend le rythme, ça va, mais une fois qu'on est en haut, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, est-ce que votre régime, vous pouvez le tenir longtemps? Sinon, vous allez vous casser la figure. Donc en fait, il vaut mieux aller petit à petit, comme le sport, comme quand on change en fait sa composition corporelle, puisqu'on va aller de beaucoup de masse maigre, de beaucoup de masse grasse vers moins de masse grasse et plus de masse maigre. Donc ça ne peut pas se faire en 3 jours. Et donc il faut le faire petit à petit et faire en sorte que ça puisse rentrer dans votre routine quotidienne. Donc si vous faites, je ne sais pas moi, vous faites un sport, donné une activité, vous dites je le fais tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, que sais-je. L'alimentation, c'est pareil. En faisant attention un peu tout le temps, c'est là que vous avez des résultats durables et que vous ne reprendrez pas de poids. Et quand vous faites de l'activité physique régulière, vous n'allez pas vous démuscler, vous allez entretenir votre masse. Donc en fait, c'est toujours la longue haleine. Alors ça plaît à personne. Je pense que tout le monde va s'en aller là, parce que effectivement, moi, j'ai pas de solution miracle. Oui, on en revient à la notion de patience, hein, que ce soit dans l'entraînement ou dans la diététique. Et tous ces régimes, on est un petit peu convaincu qu'on va avoir une solution qui est très rapide et qui va pouvoir nous faire changer le plus vite possible. Oui, je pense que c'est ça le problème, c'est que, en fait, vu qu'on voit des personnes des fois sur les réseaux avec un corps qu'on aimerait avoir, et lui va dire, voilà, je fais par exemple le jeûne intermittent ou je fais un autre régime, et en fait, les gens peuvent tout simplement se dire, d'accord, c'est ça que je dois faire. Et effectivement, il y a des mouvements de tendance où, en fait, les gens peuvent ne pas vraiment comprendre pourquoi ils devraient manger comme ça, mais en fait, simplement vont suivre ces tendances, même si c'est pas du tout adapté à ce dont ils ont besoin eux pour tenir sur le long terme. Et en fait, ils vont bêtement suivre ça parce que c'est à la mode, parce que tout le monde en parle, parce que des gens les physiques qu'ils aimeraient obtenir et disent qu'ils le font. Et en fait, ça ne va pas au-delà. En fait, effectivement, malheureusement, il n'y a pas toujours des nutritionnistes pour conseiller. Et en fait, les gens s'arrêtent à ça sans comprendre tous les tenants et les aboutissants. Béatrice? Oui, en fait, il faut comprendre aussi qu'un régime, c'est une diète, hein, c'est un programme que vous allez suivre, mais n'importe quel régime peut fonctionner, par exemple, pour perdre du poids. Je vous fais un régime foie gras et château Yquem, vous allez perdre du poids, parce que je vais le limiter en quantité, donc vous allez être très content, mais au bout d'un moment, il y en aura un peu marre aussi. Mais ça veut dire que n'importe quel régime peut fonctionner. Par contre, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Enfin, en tout cas, plus ou moins longtemps. Donc, voilà, il faut faire attention. Et encore une fois, moi, je recommande d'être patient. Parce qu'en fait, on voit des résultats assez vite quand même. Hein. Quand on commence à perdre du poids, vous allez perdre les 2 premiers kilos assez vite, les autres un petit peu moins vite, mais du coup, ça encourage à continuer. Donc ça, c'est très motivant. Alors que pour l'activité physique, si vous faites trop d'efforts les premières fois, vous avez mal partout et puis vous ne pouvez plus bouger. Enfin, moi, je sais que c'est un peu le problème. Donc en fait, il vaut mieux aller mollo au départ et puis augmenter, alors que pour le régime, en général, on perd les 2 premiers kilos tout de suite. Taspapi vous demande, salut Taspapi, qui dit est-ce que le mieux pour commencer un régime, c'est pas de vouloir finalement améliorer sa santé plutôt que de perdre du poids?
Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire certainement oui. Alors bien sûr, et avant de commencer un régime, il faut commencer par bien dormir. C'est-à-dire avoir un rythme qui vous permette de bien dormir. Parce que quelqu'un qui ne dort pas bien ne peut pas suivre un régime. C'est-à-dire que la fatigue va se mêler à ça, on va avoir des ordres et des contre-ordres. De la même façon, en période de stress intense, il ne faut pas faire de régime. Donc oui, effectivement, on le fait d'abord. D'ailleurs, l'activité physique, c'est d'abord pour la santé. Et ça fonctionne. Alors en fait, pour vous donner du courage, quand vous commencez à faire une activité physique, vous augmentez votre métabolisme de base, donc vos dépenses quotidiennes, vous les augmentez pas pendant le machin, mais pendant les 8 heures qui viennent. Donc si vous faites une activité physique le matin, puis une en rentrant le soir à la maison, vous augmentez vos dépenses, et du coup, vous n'avez même pas besoin d'être au régime. C'est-à-dire que déjà, vous dépensez plus, donc vous stockerez moins. Donc si en plus vous faites attention à ce que vous mangez, là, à ce moment-là, vous pouvez aller plus vite. Mais il faut avoir évidemment une activité physique qui vous convienne et qui ne soit pas imposée. Et encore une fois, dès que vous commencez à avoir mal, arrêtez. Enfin, prenez votre... Donc c'est un petit peu ça le principe. Mais c'est vrai que les courbatures, c'est jamais agréable. Non, mais même ça peut être... Oui, les courbatures, ou bien alors après, pire, quand on commence à se blesser, avoir des claquages, avoir des tendinites, etc. Tendinites, enfin voilà. Et donc, moi, je pense que c'est pas la peine de partir comme les Parisiens, là, à fond. Je ne sais pas si les Parisiens partent forcément à fond. Pour en revenir à la question, je pense que perdre du poids, ça va de pair de toute façon avec une amélioration de la santé. La masse grasse, ça n'a jamais été lié avec un organisme en bonne santé. Donc c'est pas nécessairement dérangeant de se dire j'ai envie de perdre du poids parce que je veux voir mes abdos, parce que j'ai envie d'être beau pour telle ou telle occasion, rentrer dans mes vêtements. Ça sera accompagné de toute façon d'une amélioration des marqueurs de santé. Donc au final, chacun y trouve son compte, que ce soit pour un objectif purement esthétique, de performance, pour le plaisir, le bien-être. Tant qu'on se met au sport et qu'on fait attention à ce qu'on mange, je veux dire que là, la partie est gagnée. Moi, je pense que les deux sont importants, mais qu'il faut être conscient aussi que des fois, sous un motif de bonne santé, se cache des fois aussi un motif de perte de poids. Si on prend par exemple le hashtag Healthy qui est ultra utilisé sur les réseaux sociaux, on a cette impression directement... T'as traité dans une vidéo ce terme-là ? C'est vrai. On a cette impression que c'est vraiment pour la santé. Et en fait, on se rend compte des fois que certains contenus sont vraiment beaucoup plus axés sur la perte de poids, en fait. Et ça peut aussi donner un côté attirant où en fait, on se rend pas forcément compte qu'il peut y avoir des contenus dangereux derrière ça, parce qu'on se dit non, c'est pour ma santé, c'est juste pour que je sois bien dans mon corps, que mon corps fonctionne bien. Et en fait, tu as beaucoup de ces contenus qui des fois dévient en fait, et on se rend compte que non, en fait, c'est pas malgré le nom, c'est pas tant axé sur la santé, c'est vraiment axé sur le poids. Et des fois, ça prône indirectement la sous-alimentation aussi. Et du coup, il faut aussi faire attention à ça. Des fois, c'est qu'une façade, et il peut y avoir du contenu un peu dangereux qui se cache derrière ça en fait. Et en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que 1 kilo de muscle, ça coûte... Enfin, non, pas 1 kilo de muscle. Quand vous remplacez la masse grasse par de la masse musculaire, vous pesez plus lourd. C'est pour ça que les grands sportifs, ceux qui sont très très musclés, on ne peut plus leur calculer l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, parce qu'en fait, ils ont le même indice corporel que quelqu'un qui est en surpoids, parce qu'en fait, c'est que de la... Donc c'est pour ça qu'en général, on mesure la quantité de matière grasse et de matière musculaire dans l'organisme. Donc effectivement, là du coup, c'est plus une question de poids, c'est vraiment une question de silhouette, et puis d'avoir le plaisir aussi d'être en forme, parce que quand vous êtes musclé, vous avez plus de tonus que quand vous ne l'êtes pas. J'en sais quelque chose, je dois être à 29 d'IMC, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Donc à la limite de l'obésité. Ce qui se voit vraiment pas vraiment. Donc l'IMC... C'est vrai que l'IMC n'est pas vrai pour tout le monde, et quand on parle de régime, il faut faire attention, parce que c'est parfois déconseillé à certaines personnes, notamment les personnes qui sont obèses, les femmes enceintes, etc. Les grands seniors, on fait attention aussi, etc. Donc en fait, il faut encore une fois pas généraliser, il faut vraiment faire du cas par cas. Et ce dont tu parlais, Cyrielle, c'est aussi une histoire de santé mentale, en fin de compte. De santé mentale. En plus de l'aspect physique et de l'aspect je modifie mes habitudes alimentaires, si ça bascule dans une obsession qui peut se transformer en trouble du comportement alimentaire, c'est là où c'est problématique. Des fois, en voulant trop bien faire, on peut tomber effectivement dans ce trop-plein où ça devient une obsession, que ce soit aller trop au sport, et du coup on culpabilise dès qu'on loupe la moindre séance. Moi je sais que ça me l'avait fait à titre personnel pendant un moment où j'osais plus partir en vacances parce que je me disais mais je vais louper mes séances, et le degré de culpabilité était beaucoup trop énorme en fait. Et au niveau de l'alimentation aussi, on se dit non, le moindre écart, par exemple aller au resto avec mes amis, etc., je peux plus me le permettre, et en fait ça peut vite tomber dans ces troubles en fait psychologiques qui nous détruisent en fait aussi mentalement.
au-delà du fait qu'on peut s'améliorer physiquement, en fait, on peut ne pas réussir à apprécier les résultats physiques qu'on a, parce qu'en fait, il y a toutes ces dérives psychologiques qui arrivent avec, et où en fait, on n'est pas forcément plus heureux, quoi. Oui, ça s'appelle de l'orthorexie. Donc c'est vouloir à tout prix être tout pesé, tout. Donc ça, évidemment, c'est pas bien. Alors qu'en fait, l'activité physique, pour moi, elle est d'abord bonne pour l'esprit. Parce que quand on fait son activité physique, on ne pense pas à son quotidien et ça permet de prendre un peu de recul. Et je pense que ça fait d'abord du bien au cerveau avant de faire du bien au corps. Cyrielle, tu as aussi parlé du body trend, c'est quoi? Du body positive, tu veux dire? J'avais lu body trend et après je voulais te parler du body positive. Voilà, body trend, j'avoue que je vois pas... J'ai inventé ce truc que j'ai cru lire dans une de tes vidéos, ça devait être une de tes consoeurs ou alors ennemie, je sais pas. Non mais par contre, effectivement, deuxième question, c'était aussi, il y a le culte du corps parfait, à l'extrême opposé, il y a le body positive qui se résume donc par aime ton corps, quelle que soit son apparence, mais de plus en plus vont peut-être un cran plus loin, en expliquant par exemple sur TikTok que l'obésité, c'est pas dangereux. C'est ça, en fait à la base le body positive ça part vraiment d'un bon mouvement, ça partait d'un bon sentiment, c'est un bon mouvement. C'est ça, c'est oublier un peu votre image, soyez bien dans vos pompes et dans votre ça corps. vient lutter contre ce dictat de la minceur effectivement qui peut nous faire nous sentir mal dès qu'on a le moindre bourrelet, la moindre cellulite, etc. Donc c'est l'idée, voilà, effectivement, vous n'êtes peut-être pas comme toutes ces photos que vous voyez sur Instagram, mais vous pouvez vous accepter, vous êtes bien comme vous êtes également. Donc ça c'est un très bon mouvement, mais effectivement on a vu un mouvement plus extrémiste qui s'est créé aussi au sein de ce mouvement plus global du body positive où ça s'appelle plus la fat acceptance, fat liberation, je sais pas trop comment dire en anglais, mais et du coup qui prône en fait ça doit se dire comme ça. C'est ça, c'est un mouvement qui existait déjà avant qui s'appelle le Health at Every Size, qui en fait existait avant les réseaux sociaux, mais qui a vraiment été promu, qui a trouvé je pense une brèche en fait à travers le body positive et qui vient expliquer qu'effectivement l'obésité n'est pas dangereuse, que on ne peut génétiquement pas perdre du poids, qu'en fait on serait génétiquement déterminé à 100% par nos gènes en fait, donc on pourrait rien faire contre. Et en fait il prône cette idée que voilà, si t'es gros tu dois l'accepter, tu dois rien faire pour changer, parce que du coup tu ne peux rien faire pour. Et en fait il y a cette idée aussi assez insidieuse que en fait si tu cherchais à perdre du poids, ça voudrait dire que t'es grossophobe également. Et en fait ça crée un cercle où ils essayent de maintenir en fait les personnes qui font partie de ce mouvement, ils essayent de les maintenir dans leurs mauvaises habitudes des fois alimentaires, où selon eux s'ils font du sport, s'ils essayent de manger mieux, c'est qu'ils trahissent en quelque sorte la communauté et que du coup indirectement ils sont grossophobes parce qu'ils veulent céder aux dictats de la société pour perdre du poids. Et même quand ces gens expliquent que c'était pour des raisons de santé, parce que leur médecin leur a dit que ça devenait dangereux d'être en obésité et que du coup il fallait faire quelque chose pour être en meilleure santé, et ils se retrouvent exclus de cette communauté. Et donc en fait ça devient également très dangereux. Il y a ce mouvement à l'intérieur, en fait c'est vraiment pas tout le body positif, mais il y a ce sous-mouvement à l'intérieur qui peut devenir très dangereux pour ces personnes qui venaient juste pour être acceptées enfin, pour ne pas se sentir rejetées de la société, et qui au final se retrouvent dans l'extrême inverse en fait, qui prônent vraiment ce mode de vie et qui prônent ces habitudes qui peuvent être malsaines pour le corps, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'une personne qui est obèse, elle n'est pas forcément obèse par hasard, elle peut avoir une pathologie, mais... Il y a plusieurs facteurs dans l'obésité. De toute façon, c'est multifactoriel, mais de toute façon, une personne, une fois qu'elle est obèse, ou une fois qu'elle est très maigre, ou une fois qu'elle est toute crochue, comme vous voulez, eh bien, elle s'est fait un environnement, les gens la reconnaissent telle qu'elle, etc. Donc, dès l'instant que vous changez vraiment radicalement votre aspect, vous bouleversez votre propre vie. Donc, notamment, par exemple, des obèses, quand on les opère, donc on fait une chirurgie bariatrique donc à ce moment-là, ils vont fondre complètement, mais c'est très mal vécu, ils le vivent très très mal, même s'il y a un soutien psychologique, etc. Parce que c'est comme si ces gens avaient mis une grosse barrière entre eux et le reste du monde, parce qu'ils se sentaient agressés quelque part. Donc en fait, ça les effondre complètement. Donc souvent, d'ailleurs, une personne qui est en surpoids ou obèse, on ne la fait pas forcément maigrir. Quand on est en consultation, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, comment c'est venu, quelle est la raison, etc. Donc c'est très important de respecter le contour corporel, et dès qu'on veut le changer, il faut qu'on puisse se regarder dans une glace. C'est pour ça que quand on fait du sport, c'est bien de se regarder à faire des mouvements devant une glace, de faire connaissance avec son corps en se repérant. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait partie aussi de la nutrition, tout ça. Non, je n'avais rien à ajouter pour le coup. C'est un bon résumé.
Comment on distingue donc sur les réseaux sociaux un contenu qui peut être potentiellement dangereux ou trompeur sur les sujets là qu'on traite depuis 18 heures? C'est quoi les indices un peu? Je pense que malheureusement, ce qui est ce qui est difficile, c'est que c'est dur, je pense, déjà de discerner le vrai du faux. Mais après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de contenus qui peuvent faire des généralités. Et effectivement, comme ce que disait la nutritionniste en chef, on ne peut pas faire de généralité pour tout le monde. Et je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a vraiment l'aspect de promettre des résultats qui paraissent trop extrêmes. Il faut essayer de trouver un peu de bon... Enfin, voilà... du bon sens et se rendre compte. C'est dur, le bon sens. C'est vrai que c'est dur, mais je pense que voilà, essayer de se rendre compte que ça paraît des fois un peu trop beau et que ou aussi diversifier un peu ses sources d'information. Ne pas forcément parce qu'un influenceur l'a dit, se dire bah voilà c'est forcément la vérité et le suivre à fond. Chercher différentes sources et notamment sur différentes plateformes parce que l'un des dangers, par exemple si on parle de TikTok, c'est que si on commence à consommer un certain type de contenu, l'algorithme va souvent faire qu'en fait il va balancer automatiquement plein d'autres de ce contenu spécifique et en fait on va se retrouver complètement submergé de ça et ça va devenir un peu notre seconde réalité en fait parce qu'on a l'impression que toutes les infos disent la même chose et du coup je pense que c'est important des fois aussi de diversifier de plateformes ou d'aller voir par exemple sur internet ou voilà, ou sur même d'autres plateformes, pour ne pas non plus se retrouver dans ce trou en fait de univérité qui dit toujours la même chose et comme ça avoir l'impression d'avoir une meilleure connaissance du sujet quand même plus large en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux en plus dans la vie, on peut se renseigner sur internet, dans des livres, en discutant avec des professionnels, donc les réseaux sociaux c'est vrai que c'est un portail qui est facile d'accès et qui est très visuel, donc forcément on a envie de s'identifier directement, mais lire des livres c'est aussi très bien, regarder des documentaires c'est aussi très bien, on peut trouver des sources de formation ailleurs, mais comme tu le disais, dès qu'on est confronté à quelqu'un qui a un discours un peu extrême, je mets des gros guillemets, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille de se dire attends, est-ce que je vais vraiment pouvoir changer en 2 semaines? Est-ce que je vais vraiment pouvoir prendre du muscle, métamorphoser mon corps en quelques jours, quelques semaines? Ça semble trop beau pour être vrai. Il y a un site, je ne sais plus si c'est l'INRAE ou l'INSERM, qui s'appelle Pseudosciences et qui donne à tout le monde comme ça. Alors quand vous posez une question, est-ce qu'une pomme par jour, enfin des questions, ou alors toutes les questions un peu qui surgissent, le jeûne intermittent, etc. Et qui vous donnent des réponses qui sont courtes à lire, enfin qui sont très très accessibles et qui vous disent l'intérêt, l'inconvénient et le bilan quoi. Donc, Jérémy dans le chat, je peux peut-être regarder, Jérémy qui est le modérateur du chat, qui peut peut-être regarder sur l'INSERM ou l'INRAE, donc ou l'INSERM. Donc c'est Pseudosciences, je pense que ce sera utile pour tous ceux qui nous regardent. C'est très accessible, mais après c'est sûr que les réseaux sociaux, pour ça, dès que vous mettez le doigt quelque part, que vous êtes absorbé, alors que changer le sourcing, c'est quand même pas mal. C'est ça, évidemment ça demande un peu plus d'efforts parce qu'on parlait d'un livre, mais c'est vrai que c'est une très bonne source d'information, mais ça nécessite forcément beaucoup plus d'investissement, de temps, alors que consommer sur son téléphone, on est passif, c'est souvent assez agréable à regarder, et du coup on a souvent tendance à se tourner vers ça dans un premier temps. Et c'est vrai qu'il y a des solutions qui donnent des réponses rapides aussi comme ça peut aider et fiable, ça peut aider à contrebalancer ça justement, parce qu'on n'a pas forcément besoin de lire tout un livre, ce qui peut avoir un côté assez rebutant. Donc je trouve ça génial qu'il y ait des sites comme ça qui existent également. Il y a Groutil, salut Groutil, qui demande à Béatrice de Rénal spécifiquement, j'aimerais connaître l'avis de la nutritionniste, tu es la nutritionniste, vis-à-vis de cette nouvelle trend, cette tendance qui est l'Ozempic. On dit l'Ozempic, l'Ozempic, oui, peu importe. Alors en fait, c'est des shots qui existent, qui ont commencé à se développer aux États-Unis, et ça permet aux des gens qui sont de très gros mangeurs, de la junk food, etc. Ils se font ces shots qui sont normalement réservés à des diabétiques, et en fait, ça fait maigrir les gens. Donc ça coupe un peu l'appétit, ça vous fait un peu vomir, tout ça. Donc vous mangez moins. Et les gens perdent beaucoup de poids. Donc c'est ce qui s'est passé pour Elon Musk et puis pas mal des stars, parce que ça coûte une blinde. Et en fait, le problème aussi, c'est que il faut faire ça toute votre vie.
super. Et bon, il y aura peut-être un jour des effets secondaires qui vont être révélés, j'en sais rien. Mais en attendant, il y a peut-être 14% aujourd'hui d'Américains qui sont au traitement. C'est énorme, c'est-à-dire que ça fait un chiffre d'affaires de la malédiction. Et donc, moi, je vous conseille de ne pas rentrer là-dedans. Il suffit juste d'être un peu raisonnable et de retrouver un petit peu un poids à peu près acceptable, on va dire. Vous n'êtes pas obligé d'être une brindille, hein, il faut juste être bien dans votre corps, parce que c'est quand même très, très piégeux, ce truc-là. Et puis en plus, ça provoque une fonte musculaire pas possible. Donc on se retrouve avec des physiques qui effectivement pèsent des dizaines de kilos de moins, mais qui ont une santé qui n'est pas au Et puis on ne connaît pas après l'effet à très long terme, parce que là, ce sont des... Alors en fait, plusieurs laboratoires se sont mis à ça. Hein. Il y en a plusieurs qui se sont mis à ça. Et donc là, il faut faire une piqûre de façon régulière et tout. Et le problème aussi, c'est que du coup, les gens les plus riches privent les diabétiques de leurs médicaments, puisqu'ils mettent la main dessus avant. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on est très régulé. Donc aux États-Unis, c'est accessible, mais en France, aujourd'hui, oui, mais les ça gens ne l'est pas achètent pour quelqu'un. par Internet. Donc, oui, moi j'avais vu qu'il y avait aussi un marché noir aussi de ça, des gens qui faisaient des fausses ordonnances. Avec des copies. Enfin, également. Voilà. Et en fait, sur TikTok, apparemment aussi, il y a des ventes directes un peu comme des receleurs, enfin des gens qui, un peu comme il y a de la vente de drogue sur Instagram, c'est ça, qui vendent ça directement. Et donc en fait, c'est accessible même en France. Alors ça doit toujours l'être moins qu'aux États-Unis, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on a vu envahir beaucoup de TikTok dans ces derniers mois, dernière année, et on voit beaucoup de gens ouvertement se piquer comme ça sur TikTok et dire ah bah j'ai perdu X kilos en X semaines avec des résultats incroyables, souvent des avant-après d'ailleurs. Oui, c'est facile là. C'est ça qui donne envie évidemment, parce qu'on se dit ah bah c'est miraculeux, il a perdu autant de poids et en plus sans faire d'efforts. Donc alors là ça coche toutes les cases, on se dit bah, on n'a pas besoin d'aller suer à la salle de sport. J'ai pas besoin de, avec certains régimes, peut-être des fois si j'ai faim, de ressentir cette sensation de faim. Donc ça apparaît vraiment comme la solution miracle. Et le fait que ça soit autant promu sur les réseaux aussi, le fait que beaucoup de gens y pensent en fait malheureusement. Et puis c'est vrai aussi que comme la personne mange moins, elle fait des économies de nourriture quelque part. Alors quand vous avez l'obèse américain, il mangeait énormément en termes de volume et donc d'argent. Donc, mais n'empêche que c'est quand même le laboratoire qui est gagnant là-dedans. Hein. C'est lui encore qui fait le plus de marge. Alors Béatrice, donc Jérémy a mis le lien dans le chat, il s'agissait donc de l'INSERM, pas de l'INRAE. Voilà, c'est l'INSERM. Qu'est-ce que tu penses on trouve beaucoup de... C'est Farketchup qui nous pose la question. Salut Farketchup, qui dit il y a aussi un trend sur Insta qui veut nous vendre du collagène. Je ne sais pas si ça rentre dans le champ de la nutritionnisme, alors, un peu quand même. Tout à fait, oui. J'allais le citer tout à l'heure, mais je me suis dit bon... Parce qu'on en parle beaucoup du collagène. Effectivement. Collagène, c'est miracle. Alors, pour la peau, c'est génial, on rajeunit, tout va bien, pour faire du sport, c'est top. Je suis expert innovation pour plusieurs salons, et dont le SIAL qui va commencer samedi, et dont un qui était en Asie, où j'ai été également. Donc le collagène, il y en a à peu près partout. Là, on en verra, j'en ai vu aussi au SIAL. Alors en fait, le collagène, si vous voulez, l'homme a toujours fait des raccourcis comme ça. Les Grecs disaient, si tu manges du taureau, tu auras la force du taureau. Si tu manges du lion, tu auras la rage du lion, etc. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc les gens ont dit, moi j'ai des rides parce que mon collagène, il se défait un petit peu. Donc si je mange du collagène, je vais reboucher mes rides. Non. Parce qu'en fait, le collagène, c'est une molécule, c'est une très grosse molécule, mais qui est ubiquitaire dans le corps, vous en avez partout. Donc dans les muscles, dans les os, évidemment dans la peau, dans les tissus de soutien, on va dire. Et donc, c'est pas parce que je vais manger du collagène que ça va me reboucher les rides. D'ailleurs, vous voyez, la tranche de jambon de Paris que vous pouvez acheter, toute la partie, en fait, c'est très riche en collagène. Les mangeurs de jambon, ils n'ont pas rajeuni non plus, donc ça se saurait, quoi. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc, ça veut dire que vous allez manger votre collagène, vous allez le digérer. Vous n'allez pas absorber du collagène, mais des peptides de collagène ou des acides aminés que votre corps va soit incrémenter dans un muscle ou je ne sais pas quoi, peut-être faire du collagène, mais certainement pas dans la peau, puisque la peau, si vous voulez, c'est un déficit qu'il y a sur une peau qui vieillit. Donc non, il n'y a pas de raison. Donc voilà, ça c'est une arnaque de première classe. Donc le collagène, ça ne sert strictement à rien. Alors, si le collagène qu'on achèterait... Si c'est pour reboucher les rides, ça sert strictement à rien. Par contre, après, vous pouvez éventuellement, si vous êtes déficient, prendre des peptides de collagène, de l'acide hyaluronique, mais sachant que ce sont des molécules qui vont être utilisées par tout le corps, pas en priorité par les rides. Donc voilà. Alors c'est peut-être pas que pour les rides aussi, peut-être qu'il posait sa question par rapport à la prévention des douleurs articulaires.
Dans le monde du sport, c'est beaucoup utilisé pour ça, justement, prévention des douleurs articulaires. Du coup, c'est probablement pas une arnaque, mais on n'est pas dans la même catégorie que l'Ozempic, là, du coup. C'est vraiment un complément alimentaire. C'est quelque chose... Après, si vous voulez, dans les articulations et dans les tendons, il y a beaucoup de collagène. D'ailleurs, c'est comme le tendon, c'est quasi du collagène. Pourquoi ? Parce que le collagène, c'est une molécule qui est comme un amortisseur, enfin comment on appelle ça, un ressort. Un ressort, et que le ressort, c'est un ressort très très dur. Et puis l'élastine, c'est une molécule qui est élastique, donc l'un et l'autre, ça fait que votre peau, vous pouvez la tirer, mais pas trop, parce que sinon vous... Donc c'est utile pour les articulations. Et le sport, enfin, certains sportifs et certaines personnes, quand elles vieillissent, elles ont des problèmes d'articulation, mais de la même façon, c'est pas en mangeant du collagène que ça va venir spécifiquement à cet endroit-là. Par contre, le collagène, enfin, les feuilles de collagène ont donné des bons résultats, mais sur des grands brûlés, parce que sur des plaies, on arrive à appliquer, et ça veut dire que la plaie va se refermer un peu plus vite. Mais c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas eu tellement de résultats. Alors sur les articulations, c'est ce qu'on préconise, mais avec des résultats qui ne sont pas forcément avérés d'un point de vue scientifique. Après, la question elle est quand même intéressante, parce qu'on cherche du coup une solution... Oui, c'est ça. Pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Et en l'occurrence, le problème, ça serait un vieillissement qu'on trouverait accéléré ou une dégradation des articulations qu'on trouverait accélérée. Un problème qui aurait pu être prévenu avec de bonnes habitudes alimentaires, une activité physique assez tôt, ne pas s'exposer trop au soleil, bien dormir, voilà. Etc. Et en fait, il y a aussi, ça c'est vraiment vrai pour le sport, c'est rabat-joie, avoir des antioxydants. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas du tout rabat-joie. C'est d'avoir une alimentation suffisamment riche en antioxydants, donc c'est fruits et légumes colorés, des choses comme ça, parce que là, du coup, ça permet de vous réparer de l'intérieur de façon naturelle et de façon la plus efficace qui soit. Donc en fait, notamment pour les sportifs, parce qu'un sport d'endurance va abîmer un peu des fibres musculaires ou donc avoir beaucoup d'antioxydants, ça c'est bien. Et les études ont pu montrer que les gens qui avaient une plus grande consommation d'antioxydants naturels avaient un meilleur pronostic de vie. Donc en fait, ça c'est intéressant. Bon, alors, donc c'est encore une fois, c'est les fruits et légumes colorés. Après, bon, il y a d'autres. Quand tu dis les fruits et légumes colorés, c'est quoi ? Par exemple, pas la banane et pas le raisin. D'accord. Et plutôt de la fraise, de la framboise, des myrtilles, oranges, des carottes, des myrtilles, voilà, les légumes colorés, voilà, littéralement. Fruits et légumes avec de la couleur. Je pense que tout le monde connaît la bêta-carotène, qui est l'antioxydant du coup de la carotte et qui donne la couleur orange. Et manger coloré, en fait, pour avoir tous les antioxydants qui correspondent à ces couleurs-là. Donc quand vous choisissez des fruits et légumes, par exemple dans la salade, n'enlevez pas le vert. Mangez le vert et jetez le blanc. Mais mangez le vert. Dans les poireaux, il faut manger le vert. Le blanc, vous pouvez le donner à quelqu'un, mais mangez le vert. Tu as plutôt tendance à faire un peu l'inverse. C'est ça, exactement. C'est bien. Exactement. Nessim, je te vois te marrer, mais tu vas moins te marrer. Alors, il y a Seychou. Salut, Sey, on va dire. Bienvenue chez toi. Et reste avec nous. Je ne sais pas si c'est une question sympa ou pas, mais je te la pose. Donc, j'ai une question pour Nessim. Dernièrement... J'ai peur, là. Non, mais tu n'es pas obligé de répondre si elle ne te plaît pas. Dernièrement, on a pu le voir apparaître dans des publicités Instagram pour promouvoir ses services. Jusque-là, tu as le droit, hein, tu n'arrives pas à visage caché. Hein. Parfois même dans des formats très marketing. Pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que c'est pour contrer toutes les autres publicités mensongères, entre guillemets ? On t'interroge sur ta stratégie marketing pour promouvoir tes services, je crois. Ouais, alors ma stratégie marketing, elle a toujours été très assumée. C'est de mettre en avant le plus possible... C'est ton métier, hein, donc il n'y a pas de... Mettre en avant le plus possible des programmes qui, justement, vont un peu à l'encontre des solutions miracles. Donc, dans les publicités ou dans les programmes, c'est bien indiqué que ça va être difficile, ça va être long, ça va demander de l'investissement, ce n'est pas une solution miracle. Ne vous abonnez que si vous êtes conscient des efforts que vous devrez fournir pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire même plus. Donc après, on joue avec les codes des réseaux sociaux et d'Internet en général. On essaye de faire des publicités qui sont accrocheuses, qu'on va pouvoir se rappeler assez longtemps pour promouvoir quelque chose qui est justement bien construit, cohérent et qui ne donnera pas l'impression qu'on peut progresser très très rapidement. Donc jamais, au grand jamais, je ne prétendrai pouvoir avoir des abdos en 2 semaines ou quoi que ce soit. Je me bats contre ça dans mon contenu que je publie toutes les semaines sur YouTube. Et mes programmes de musculation, ils sont difficiles. Hein. Ils sont difficiles, mais ça vaut la peine. Parce que je suis passé par là moi aussi. Donc je suis convaincu que consacrer quelques mois de sa vie à sa propre progression, c'est toujours un super investissement.
Et c'est bien d'avoir des personnes comme toi qui viennent contrebalancer ce message aussi, justement. Là, notamment à travers ta pub, tu peux toucher encore plus de personnes qui vont peut-être comprendre qu'au final, c'est pas si simple que d'autres le prétendent et vont réaliser qu'ils n'ont pas à être déçus au bout de 2 semaines, quoi. Donc, c'est bien de diffuser ce message aussi et avoir des stratégies marketing accrocheuses. Tant que le message derrière est bon et peut aider les gens, en soi, il n'y a aucun souci, quoi. Ouais, le marketing en soi, je ne l'ai jamais vu d'un mauvais œil quand c'est pour promouvoir quelque chose qui fonctionne bien. Quand c'est assumé et que ça promeut quelque chose qu'on assume, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc voilà l'explication. Alors on parlait du collagène pour les rides. JFDJ nous recommande lui des masques au jambon. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les masques au jambon. Ça sera bien, c'est moins cher en tout cas. Certainement. Mais gardez quand même votre jambon si vous en mangez. Ça va être une nouvelle tendance sur les réseaux. On va voir des gens avec des jambons sur la tête. Tandis que Bandini souligne que Cher aussi mange beaucoup de collagène. Certainement. Les influenceurs ne sont pas... Dans quelle mesure ils sont responsables de ce qu'ils recommandent ? C'est une bonne question. Bah oui. C'est une bonne question. Alors, j'ai toujours été pour un minimum de responsabilité personnelle. Donc, lorsqu'on est confronté à ce genre de choses, c'est toujours bien aussi de prendre un petit peu de recul, de se poser les bonnes questions, d'avoir un peu de bon sens, même si je sais que c'est difficile quand on est inondé par ce genre de contenu. Bah, c'est à quel endroit mettre le bon sens, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, définitivement, les influenceurs ont une responsabilité, surtout quand ils mettent en avant quelque chose, même si c'est parfois pas très explicite, comme tu le dis. What I Eat in a Day ou une journée dans mon assiette. On a l'impression que c'est pas vraiment des conseils, c'est juste du partage, mais en fait c'est quand même un peu maquillé. C'est quand même un peu des du conseil cachés, maquillé. on va dire. Oui. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand on décide d'exposer ses habitudes, on a une certaine responsabilité et on peut pas dire n'importe quoi. À moins de faire un disclaimer en début de vidéo qui fera fuir tout le monde. Je ne suis pas professionnel, attention, ne m'écoutez pas, mais je vais quand même vous partager ce que je mange dans la journée. On sait très bien que ça serait un peu un peu contre-productif pour eux en tout cas. En fait, je pense qu'un des dangers actuels, c'est qu'en fait, un peu tout le monde peut être influenceur, l'air de rien. On peut tous faire des vidéos, justement, What I Eat in a Day, et t'as beaucoup de gens totalement normaux qui se prétendent pas influenceurs, mais qui le font. Et en fait, tout le monde peut le devenir indirectement et tout le monde peut influencer quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a une sorte de responsabilité collective de se rendre compte que les vidéos qu'on fait peuvent être vues, même si on n'est pas un influenceur à X millions d'abonnés, peuvent être vues. Et après, effectivement, plus on a une audience, plus il y a la responsabilité qui va avec, parce que par nature, notre contenu a quand même plus de chances d'être vu par plus de monde. Mais effectivement, je pense aussi que les influenceurs doivent se rendre compte de leur impact et essayer de se rendre compte de comment leur message peut être perçu de différentes personnes pour le rendre le moins dangereux possible. Après, le souci, c'est qu'il y a influenceurs et il y a une autre catégorie qui serait influenceur comme moi, par exemple, mais qui est diplômé, tu vois. Oui. Donc, c'est toujours difficile de se dire, attends, un influenceur qui n'est pas diplômé, est-ce qu'il a le droit de donner des conseils ? Selon moi, non. Mais donc, les personnes qui sont confrontées à ce genre de contenu ne devraient tout simplement pas les écouter. Oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi à nous de vérifier que la personne est compétente, non ? Parce que oui, bien sûr. C'est trop compliqué. Non diplômé. On écoute quelqu'un qui est diplômé plutôt. Oui, c'est vrai que le danger, je pense, des réseaux sociaux, c'est que en fait, on peut juger la crédibilité d'une personne ici sur son nombre d'abonnés. Et par exemple, effectivement, on peut avoir quelqu'un comme Nassim qui est diplômé et qui a ce nombre d'abonnés, mais on peut avoir quelqu'un qui n'est pas diplômé et qui a aussi ce nombre d'abonnés. Et en fait, par réflexe, on va leur donner la même crédibilité. Et donc, je pense que oui, c'est important aussi que les gens se rappellent de ça, se rappellent que on n'a pas besoin de diplôme pour être influenceur, en fait, quel que soit le sujet. On l'est. C'est ça. Et du coup, c'est important de penser aussi à vérifier cette information par nous-mêmes. Heureusement, la plupart le marquent. Je pense que toi, ça doit être dispo dans ta bio ou je sais pas. Absolument. Donc, l'info est quand même relativement facile à trouver en général. Mais je pense que c'est un warning à garder en tête et se dire que voilà, si c'est pas marqué dans la bio, en général, c'est souvent que la personne ne l'est pas. Et donc, cette personne n'a pas forcément que des mauvais conseils. Elle peut avoir des bonnes choses à dire, mais la prendre avec des pincettes, en fait. Et c'est vrai que d'un point de vue, le mot nutrition ou nutritionniste, il est très galvaudé, il est utilisé par plein de gens. Qu'est-ce qu'il faut pour être nutritionniste alors ? Il faut justement des diplômes. Oui. Donc, moi, je suis docteur en nutrition, mais il y a des diététiciens nutritionnistes qui sont des bac plus 3, et donc, mais qui sont diplômés d'État, etc. Mais moi, je lutte beaucoup contre ça. C'est-à-dire des gens qui disent, moi, je mange, donc je suis nutritionniste. Donc, j'en connais plein. Et moi, je ne suis pas influenceuse, mais j'ai un blog, et sur le blog, j'essaie à chaque fois de mettre les pieds dans le plat, c'est ce que je dis, en disant tout ce que j'entends d'idées un peu farfelues, et d'essayer de remettre les pendules à l'heure. Je pense que c'est
c'est de notre responsabilité, dès l'instant qu'on communique, de ne pas dire n'importe quoi. Mais là, on est dans un océan de bêtises quand même. Hein. Et je pense que beaucoup de gens sont biaisés par le fait que, en fait, s'ils ont réussi à eux-mêmes obtenir des résultats, ils ont l'impression de connaître, d'être experts sur le sujet, en fait. Alors que ce qui a marché sur eux ne marchera pas forcément sur quelqu'un d'autre. Et eux se pensent cette légitimité. Et je pense que c'est ça qui est dangereux aussi, en fait. Il faut rappeler quand même que c'est pas parce que vous avez réussi par vous-même que vous êtes apte à conseiller monsieur et madame tout le monde. Oui, ça c'est sûr, mais c'est vrai de toutes les disciplines, hein, de toute façon. Moi, je suis scientifique, donc moi, quand j'annonce quelque chose, c'est avéré scientifiquement, j'ai des références. Mais c'est vrai que ça devrait être le cas aussi pour le sport, puisqu'il y a quand même, ça peut être très dangereux de faire du sport quand c'est mal fait. Donc c'est toujours la même chose. Mais ceux qui le font bien, effectivement, s'appuient sur des références et les partagent avec grand plaisir. Donc oui, c'est un peu le même constat. Ouais. Oui. Alors il y a JFDJ de Simon qui pose plein de questions ce soir. C'est super de t'avoir, JFDJ. Il y en a plein d'autres qui participent, bien sûr. Vous êtes très nombreux ce soir. C'est un plaisir de vous avoir. JFDJ qui dit... c'est la question à 100 balles, vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est maintenant, voilà, on peut balancer. C'est qui les 3 pires influenceurs, influenceuses, régime des réseaux français? C'est peut-être plus une question pour toi, Cyrielle. Vas-y. Allez, quels sont les 3 T'imagines quels sont les 3 pires influenceurs? Comment se faire des ennemis en 2 secondes? C'était bien de passer sur France Info. Hein. C'est ça. Mais moi, mon but, c'est pas de donner des noms et d'accuser des personnes en particulier. Après, dans la mesure où s'il y a certains influenceurs, influenceuses qui sont dangereuses, on est sur le service public, ça rentre dans le cadre du service public. Hein. C'est sûr. Après, honnêtement, j'ai pas forcément de noms en tête. Peut-être qu'il n'y en a pas immédiatement. C'est des gens qui disparaissent rapidement. Je pense qu'il y en a. Mais c'est vrai que moi, j'ai une politique assez interne, mais qui est de pas forcément pointer quelqu'un précisément du doigt. Parce que je pense qu'il y a aussi des fois des phénomènes un peu de masse aussi qui influencent tout ça. La question autrement, à quoi ressemble-t-il? Je sais pas, peut-être que Nassim aura 3 noms à nous donner alors. Malheureusement, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom non plus. Vous n'êtes pas très courageux. Non, je plaisante. Non. C'était la question à 100 balles. Béatrice, tu parlais tout à l'heure donc, de la différence qu'il y a entre une diététicienne donc, et une nutritionniste. Tu te définis comme scientifique. Tu reçois des gens aussi en consultation? Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais. Quand est-ce on va plutôt voir un diététicien? Oui, alors, et quand est-ce qu'on va voir un diététicien et quand est-ce qu'on va voir un nutritionniste? Alors en fait, si vous voulez juste perdre du poids ou si vous voulez par exemple, en même temps que votre coach sportif, avoir des conseils adaptés, etc., une diète, c'est très bien. C'est-à-dire que là, il y en a en ville, il y en a après dans les collectivités, à l'hôpital, bien sûr. Donc, quand vous êtes hospitalisé, selon ce que vous avez, on vous propose de voir une diététicienne. Ça, c'est parfait. Après, lorsque vous avez quelque chose de plus grave, qui est d'ordre pathologique, à ce moment-là, vous allez plutôt voir un médecin ou quelqu'un qui est spécialisé dans la nutrition. Donc, mais malheureusement, la nutrition, c'est une science très jeune, alors que ça fait quand même un moment qu'on mange, hein, vous le noterez. Et en fait, par exemple, les spécialités médicales qui sont liées de près ou de loin à la nutrition, je pense à par exemple, un gastro-entérologue, il y a quand même pas mal de spécialités où en fait le bagage nutritionnel est quasi nul. Donc ça veut dire que là, l'intérêt quand vous êtes en pathologie, c'est d'avoir affaire à une diététicienne par exemple. Je dis une parce qu'il y a beaucoup plus de filles que d'hommes, mais en fait c'est une. Bon. Mais après, moi je suis plutôt... Après vous avez beaucoup aussi de gens qui sont en recherche. Donc voilà, c'est la différence. Mais globalement, un diététicien diplômé d'État, qui est diététicien nutritionniste, il est diplômé d'État, donc DE, c'est marqué sur sa carte, et là, vous pouvez faire confiance. S'il n'y a pas marqué DE, alors là, vous courez. Hein. On va faire peut-être un peu de pédagogie, on est sur le service public. C'est quoi la base d'une bonne alimentation? Bon, vous le savez très bien. C'est ce que votre maman ou votre papa vous a dit quand vous étiez petit. C'est-à-dire, tu viens manger quand on t'appelle, tu laves tes mains, tu ne mets pas ton doigt dans ton nez, tu te resserres pas, tu finis ton assiette, non ça c'était pas bien. Et donc vous commencez par des fruits et légumes crus ou cuits, donc crudité, cuidité. Vous prenez un petit peu de poisson ou de viande et puis des légumes, et puis un peu de féculents, voilà. Et puis il vous faut 2 produits laitiers par jour, du fromage, des produits laitiers. Mais après vous suivez le PNNS. Le PNNS il vous dit... c'est quoi le PMMS? Programme national nutrition et santé. Donc, il vous dit 5 fois par semaine de la viande. Et il vous dit 5 fois par semaine et 2 fois du poisson, mais il ne vous dit pas 14. Dans la semaine, il y a 7 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a un repas avec de la viande et du poisson. Le deuxième, sans viande, sans poisson.
Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on élève les bébés. Quand ils naissent, on leur dit le soir, pas de viande, pas de poisson. Mais vous allez dans les campagnes ou alors auprès des plus âgés, ils n'imaginent pas un repas sans viande et sans poisson. Donc on a des habitudes à se défaire. Et quand on était petit, c'était si t'es sage, t'auras un bonbon. Ça, non, il faut éviter. Ou alors maintenant, c'est si t'es sage, on ira au fast-food. Ça aussi, il faut éviter. Donc en fait, pour récompenser quelqu'un, utilisez pas la nourriture. Et le sport alors ? Alors le sport, c'est tous les jours, c'est manger, bouger, donc c'est tous les jours. Donc on parle d'une activité sportive parce que le sport, sont exclus du sport quand même certains sujets, notamment les très très petits ou les très très grands, ou alors les gens qui ont une pathologie, etc., etc. Mais vous devez faire une activité physique adaptée à votre physiologie. Donc pour les seniors, on sait faire des mouvements qui sont adaptés à leur mode de vie. Et puis pour les gens qui sont actifs, il faut bouger tous les jours. Voilà. Nassim, comment tu arrives à mettre au sport des gens qui ne supportent pas le sport ? Alors, je n'oblige rien à personne. J'essaie de trouver l'activité ou en tout cas les modalités qui vont leur permettre de trouver ça ludique et de pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Après, le bon réflexe à avoir, c'est de se faire accompagner au moins au début. Quel que soit le sport, que ce soit de la course à pied, que ce soit de la musculation, du fitness, de la danse. On a un peu perdu ce réflexe en musculation parce qu'on peut avoir un abonnement en salle de sport sans être accompagné par personne. Ce qui est dommage parce qu'on peut prendre des mauvaises habitudes et qui nous encouragent à abandonner plus vite que prévu. Donc se faire accompagner, ça peut être un peu... pas frustrant, mais de se dire c'est fastidieux de prendre un coach pendant 2 ou 3 séances, mais ça vaut vraiment la peine. Je prêche pour ma paroisse, oui, mais c'est vraiment important parce que ça nous permet de développer une bonne pratique et de continuer le plus longtemps possible et de ne pas s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Personnellement, mon sport de prédilection, c'est effectivement la musculation. Je déteste le foot, j'aime pas le basket, je ne veux pas faire de natation. J'ai trouvé mon activité, essayez de trouver la vôtre en découvrant peut-être des sports avec des amis, avec de la famille ou même avec les réseaux sociaux parce que mine de rien, ça peut être un bon portail pour inspirer les gens à bouger et ne vous obligez pas parce qu'on vous a dit que c'était bien. En fait, c'est comme la nutrition. Il faut que votre façon de vous nourrir vous plaise. Sinon, vous ne le ferez pas. Donc, le régime qui vous convient, c'est celui qui vous plaît le plus. Et je pense qu'effectivement, on est très envahi par la musculation, parce que c'est vraiment la tendance du moment. Et beaucoup de gens ont tendance à se dire des fois, si la musculation, ça me plaît pas, en gros, je suis pas fait pour le sport. Mais c'est pas parce qu'on voit que ça sur les réseaux actuellement qu'il faut oublier toutes les autres activités sportives qui ont peut-être un peu moins la cote sur Instagram ou sur TikTok, mais qui sont bien présentes et qui peuvent nous plaire en fait. Et je rebondis sur ce que disait Nassim, mais je pense que l'un des facteurs aussi qui fait que peu de gens se font accompagner en musculation actuellement, c'est qu'il y a une facilité d'accès à l'information avec des conseils en ligne. Et en fait, on peut avoir facilement l'impression de s'y connaître, en fait, se dire, juste regarder un petit tuto sur comment faire un bon squat ou un bon développé couché, peu importe, et se dire que ça y est, vu qu'on a regardé le tuto, on est expert. Alors que bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Et je pense que c'est important, effectivement, de se faire accompagner et pas de se dire que vu qu'on a accès à la salle seule et qu'on a accès à quelques conseils, c'est bon, on se lance et on connaît tout sur tout, quoi. Ouais. Béatrice, les pastilles réhydratantes qu'on promet contre la gueule de bois, c'est une arnaque totale ou pas ? Dis donc, on aura tout vu ce soir. Oui. Alors en fait, il y a des trucs qui marchent. Il y a quoi les arnaques sur Internet ? Oui. C'est des électrolytes en fait. Alors en fait, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Globalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est de moins boire la veille. Et après, c'est de boire de l'eau le soir même. C'est-à-dire que quand vous avez trop bu, avant de vous coucher, vous buvez beaucoup d'eau. À ce moment-là, vous aurez déjà moins la gueule de bois. Et après, globalement, ce sont des pilules. Non, ça ne va pas vous ressusciter le lendemain. Et je ne sais pas le prix, mais ça ne va pas vous ressusciter malheureusement. 19h pile, passé de 27 secondes, chers amis, c'est déjà l'heure de nous quitter, mais avant, peut-être que c'est l'heure aussi du mot de la fin. Le mot de la fin, Nassim. Faites du sport, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir des conseils toutes les semaines. C'est la meilleure façon de s'y mettre et de comprendre un peu le fonctionnement du corps. Et puis, ne vous laissez pas avoir par les recettes miracles. Cyrielle, le mot de la fin ? Oui, mon mot de la fin, ça serait de ne pas écouter bêtement tout ce qu'on voit sur les réseaux et de se méfier de ce qui paraît trop beau pour être vrai. Béatrice, le mot de la fin ? Moi, je dis, vous êtes tous différents, nous sommes tous différents, donc chacun doit trouver son rythme, qu'il soit alimentaire ou autre, et donc écoutez-vous.
Merci à tous les trois, 19h01, passé de 10 secondes. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci pour vos éclairages, vos bienveillances. Merci pour vos questions très précises. C'était une heure assez riche, il y avait beaucoup de gens. Et les gens vous ont écouté avec attention, je crois. En tout cas, moi, je vous écoutais avec attention. Revenez quand vous voulez pour parler de ces sujets-là. Merci aussi à vous dans le chat. Alors, pas vraiment pour vos coups de gueule ce soir. J'étais spécialement bienveillant. Ah non, c'est bon, ça arrive. Le mot de la fin, Free Palestine. C'est bon, vous y êtes là. Chouette. Enfin, vous êtes revenus. Merci en tout cas pour vos sympathies à vous aussi. Merci aussi à ma droite, à Cyril à la réal. Merci à Stéphanie Berlu au visuel. Merci à Jérém à la modé. Merci aussi à Jeanne à la programmation. Ce stream, vous l'avez entendu, vous pouvez aussi le voir, le réentendre. Pour le revoir, il est dispo en replay sur la chaîne Twitch de France Info, mais aussi sur la chaîne YouTube de France Info, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui aiment le son de la maison de la radio et la musique par exemple, le stream est à réécouter en podcast sur l'appli de Radio France et sur toutes vos plateformes préférées, mais allez plutôt sur celle de Radio France. Et on se retrouve, nous, mercredi prochain à 18h, et je me plante pas d'horaire, donc vous avez compris, hein. Là on tente le jeudi de 17h, 19h, le mercredi on reste sur 18h, 20h. Voilà, c'est un peu confus, on fait des tests, vous étiez très nombreux ce soir, donc ça donne envie de continuer sur cet horaire. Jules, dans le chat, me dit n'oubliez pas le Discord, puisque la discussion se poursuit sur Discord, évidemment. J'essaierai d'y faire un tour ce soir. Il y a un espace pour proposer des sujets, il y a un espace pour parler. Venez vraiment, moi j'aime bien y passer une tête, parce que ça permet de changer un peu le format, de les faire évoluer, puis traiter surtout des sujets qui nous intéressent. On se retrouve donc mercredi prochain à 18h pour 2 autres heures de stream avec, chère Jeanne, quoi au programme ? Jeanne, qui est programmatrice du stream. Salut Jeanne. Salut, merci beaucoup, c'était vraiment super. C'était une heure très très intéressante. Alors mon cher Ludo, la semaine prochaine... Ce sera moins intéressant la semaine prochaine. Ça va être très intéressant aussi la semaine prochaine, parce qu'on va parler de la Paris Games Week qui ouvre justement le 23 octobre. Donc l'industrie du jeu vidéo, en gros. Exactement, et ensuite on va parler donc des étudiants qui sont confrontés à une grave crise du logement. Donc ça va être l'occasion d'en parler, de recevoir sûrement une association. En tout cas, on va notamment voir, à Paris, mais pas qu'à Paris, parce que c'est le cas dans la plupart des plus grandes villes de France. Merci, chère Jeanne. Merci, chère Jeanne, programmatrice du stream. Rendez-vous donc mercredi de 18h à 20h. Pas vraiment de bonheur, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.